เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähl es in Keras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Naïma Yahi. Alors on dit Yahi ou Yahi ou... Pour de vrai c'est quoi? Naïma Huber Yahi. Uber, putain, je vais peut-être... Yahi. Tu peux enlever le Uber. Ok. On dit Naïma Yahi. Ok. Bonjour Naïma Yahi et bienvenue chez vous. Votre CV dit de vous que vous êtes chercheuse, historienne et responsable associative. Pour vous avoir croisé 2 fois lors d'événements, j'ai bien vu que vous étiez beaucoup plus que cela. Votre Wikipédia ne dit rien de vos talents de stand-upeuse ni de maîtresse de cérémonie. Mais avant de parler de cela, discutons, si vous le voulez bien, de la partie historienne. Alors, comment Naïma Yahi devient historienne? Alors, je deviens historienne déjà par accident de la vie, puisque je me projetais pas en tout cas dans cette fonction à l'âge adulte. Je pense que je deviens historienne en partie pour apporter des réponses à des questions que je me pose. Je me pose certaines questions, notamment par rapport à mon histoire personnelle, parce que j'appartiens à une génération qu'on a appelée la génération beurre. Ce sont nous, les enfants de l'immigration après l'indépendance. Nous sommes nés entre les années 60 et les années 80. Moi, je suis née en 77 dans le nord de la France. Et j'ai très vite su et compris qu'il y avait un petit problème en France avec les gens comme nous. Et les gens comme nous, c'est quoi? C'est des Arabes, des Arabo-berbères, des Algériens, des pauvres, des immigrés. Et il y avait beaucoup de points d'interrogation, et y compris en grandissant. Et donc, par la force des choses, n'étant jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai fini par enfourcher le tigre et faire des études d'histoire. Et avant cela, vous faisiez des études d'autre chose? Non, j'ai toujours fait des études d'histoire parce que j'étais assez passionnée. Je me destinais plutôt à la science politique et au concours. Pour des raisons de santé, j'ai pas pu trop persévérer dans cette voie-là. Et l'université m'a tendu les bras et je me suis prise au jeu. Et chemin faisant, j'ai vu que j'avais quelques questions qui restaient sans réponse. Et donc, j'ai fait ce choix pas toujours évident de poursuivre de longues études au gré des sacrifices, et je crois que c'était mon destin. Alors, si on commence par les études, vous avez fait votre lycée à Tourcoing, il me semble? Alors, j'ai fait mon lycée à Tourcoing dans le Nord, dans le grand lycée de région Gambetta, qui est un lycée qui est très connu dans ce coin-là, l'île Roubaix-Tourcoing. Moi, j'habitais depuis quelques années dans une ville à côté qui s'appelle Ronques et qui n'avait pas de lycée. Mais j'ai fait toute ma scolarité à Tourcoing. Je suis née à Tourcoing. J'ai grandi dans des quartiers immigrés à Tourcoing. Et même s'il y a quelques années, on était dans une ville un peu plus bourgeoise, un peu plus cossue à côté, mes parents, bizarrement, nous ont maintenus scolarisés dans cette ville avec nos frères d'infortune, ces autres enfants d'immigrés. Et dans ce lycée-là, c'était un peu plus mixte socialement, un peu plus huppé. Et j'y ai fait quelques années de mon lycée. Ensuite, pour des raisons de santé, je n'ai pas fait de terminale. J'ai passé un bac par correspondance que j'ai obtenu dès la première année. Et me voici partie pour l'université. Un bac quoi? J'ai fait un bac économique et social. C'était le premier du genre. C'était la fin du bac B et le début du bac ES. Et avec une spécialité en économie. Alors, je sais que maintenant le bac c'est tout à fait autre chose, mais à l'époque c'était encore avec des coefficients assez élevés, voilà, il fallait avoir le niveau en tout cas dans certaines matières. Et donc moi je me suis illustrée particulièrement dans les matières en sciences humaines et économiques, et donc j'ai eu ce baccalauréat sans avoir la possibilité d'être scolarisée en terminale pour des raisons de santé, et du coup j'ai pris la route de l'université dans ces conditions-là. Vous êtes allé où à l'université? Alors, j'ai été à la fin des années, on est en 95, il me semble, j'entre à l'université de Lille 3 en histoire, en fac d'histoire, en me disant que peut-être je me consacrerai à des études de journalisme.
ou à des concours administratifs. Donc, c'est la voie classique pour répondre à ce genre de carrière. Et avec en tête ces fameuses paroles de conseillers d'orientation qui ont hanté nos enfances et qui me disaient qu'il ne fallait surtout pas que je fasse des études longues, malgré que j'étais la meilleure élève de mon établissement, parce qu'avec des parents comme les miens, je ne pouvais pas me le permettre. Ça sous-entendait qu'ils étaient très pauvres et surtout qu'ils n'étaient pas lettrés en français et que je serais forcément rattrapée par ma condition et qu'il ne fallait pas me leurrer de mes bons résultats scolaires. Donc, vous voyez, en guise d'encouragement, c'est un coup de pied de l'âne pour ne pas faire de longues études, même si je comprends la mise en garde, puisque effectivement, faire des études, il faut avoir un peu de moyens, ce que nous n'avions pas pour certains d'entre nous, et j'en faisais partie. Mais la folie s'est emparée de moi, et j'ai malgré tout poursuivi sur de longues années. C'était une vexation à ce moment-là ou pas? Ah oui, il a eu l'effet inverse de l'effet escompté. C'est que ça m'a plutôt, moi qui aurais plutôt eu tendance à être raisonnable, à me diriger vers des carrières courtes, bac+2, quelque chose comme ça, je me suis presque sentie de mon devoir de surtout pas faire des études courtes, étant potentiellement quand même la meilleure élève de mon milieu, même si mon milieu était défavorisé. Je me disais, mais pour qui il se prend celui-là pour me dire de surtout pas faire des études? Et en filigrane, je sentais une forme de mépris de classe, mais aussi un mépris ethnique. C'est-à-dire pour lui, une fille d'arabe ne pouvait pas faire des études. Et surtout si cet arabe était ouvrier. Et donc cette double injonction m'a fortement incité à me mettre en colère et à dire que moi aussi je pouvais faire des études longues, surtout si j'en avais les moyens intellectuels. Et c'était ça qui devait sanctionner l'arrêt ou la poursuite de mes études. Et donc ça a été un traumatisme de génération, parce que j'ai beaucoup de copains qui ont eu ce discours-là. On leur a servi... malgré leurs résultats scolaires, on les a entravés, on leur a expliqué qu'il fallait aller vers... À l'époque, on appelait ça des voies de garage. Il fallait faire secrétariat, commerce. Alors la mode, c'était le BTS Action Commerciale. Et ça, c'est la voie de garage qui était le CAP mécanique ou carrière sanitaire et sociale pour les plus âgés de notre génération. Nous, c'était le BTS, c'était déjà un peu mieux, c'est le bac+2. Mais il fallait pas chercher à aller au-delà. On vous disait pas, mais il fait une école d'ingénieur. Moi, par exemple, quand j'ai passé le bac, je ne savais même pas que ça existait, Cagne et Hippocagne. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai croisé des élèves qui étaient, entre guillemets, qui avaient des résultats moins bons que les miens, qui y sont allés et qui m'ont dit en toute détente, je vais faire une prépa lettres. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, le concours général qui est assez prestigieux, j'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que ma génération, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas Internet. On tapait à la machine à écrire. Hein. Je fais partie de cette génération-là qui n'a pas connu l'ordinateur au lycée. On n'avait pas les infos. C'est-à-dire qu'on avait beau être des bosseurs, des très bons élèves, comme beaucoup d'enfants d'ouvriers ou de chômeurs, hein, parce qu'à l'époque, c'était plutôt ça. C'est-à-dire que la désindustrialisation était telle qu'on était nombreux à être avec des parents qui avaient perdu leur emploi. On était une très, très grande précarité. C'était déjà pas mal qu'on aille au lycée. On nous en demandait pas tant de se projeter dans des carrières prestigieuses. Et donc, qu'on ait ou pas le niveau, de toute façon, on n'était pas au courant. Et moi, je pense que le conseil d'orientation, au lieu de nous décourager et de nous tirer vers le bas, il aurait dû nous dire, vous savez qu'il y a des opportunités pour les bons élèves. Et à l'époque, c'était pas lutter contre la discrimination, promouvoir l'égalité des chances. C'était bon, c'est déjà pas mal si tu vas jusqu'au bac, n'en demande pas trop non plus. Hein. C'était un peu ça l'ambiance, à la fin des années 90, milieu des années 90. Et moi, je me voyais, ouais, voilà, je me projetais comme journaliste plutôt, pas historienne. Ça ne veut rien dire historienne pour moi. Quand on vient d'un milieu pauvre, on se dit pas, je vais devenir une grande intellectuelle, on va faire historienne ou écrivain ou je ne sais quoi. Il fallait que ce soit concret, pragmatique, et il me semblait que j'avais peut-être une chance dans le journalisme. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que dans ces années-là, c'est les premiers papiers en tant que correspondante de presse de la fameuse PQR, la presse quotidienne régionale. On m'a embauchée en 95, je crois, pour faire des petites piges pour La Voix du Nord, parce que moi, je voulais être journaliste. Et je ne jouerai pas aux devinettes avec vous, mais ce qui a fait qu'on m'a embauchée, moi, la petite arabe, c'est comme ça qu'on parlait de nous à l'époque, c'est qu'il y a eu
des attentats islamistes, on disait à l'époque. On est en 95, c'est la guerre civile en Algérie. Il y a un certain nombre d'attentats, notamment à Paris, dans le RER, la prise d'otage de l'avion Air France. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, donc on a peur de l'importation de la guerre civile algérienne ici, en France. Et dans le quartier de l'Alma à Roubaix, il y avait des foyers comme ça de terroristes, dont certains ont fait l'objet d'un assaut du GIGN et ensuite qui ont fui en Belgique. Ils avaient comme projet de faire sauter des butanes de gaz dans le marché d'Oisem à Lille. Et donc, ça avait défrayé la chronique, ils avaient poursuivis, arrêtés, etc. Et ça a convaincu le rédacteur en chef que la petite arabe qui parle arabe, ce serait peut-être pas mal de l'avoir dans les pattes pour l'envoyer chez les barbus, faire de l'embedded, quoi. Et alors moi, je suis juste correspondante. Je suis censée faire des petits papiers de 10 lignes sur le spectacle de fin d'année au collège du coin, ou d'aller voir un concert dans une cave de jazz, mais je suis pas censée aller voir des barbus mener une investigation digne du New York Times. Et je me retrouve là-dedans, quoi. Et heureusement, j'ai vu venir le truc et j'ai dit, bon, alors on veut pas de moi, mais à partir du moment où on a vu que j'avais des skills qui étaient de connaître la communauté maghrébine, de parler la langue, d'avoir des repères, peut-être je deviendrai une espèce de fixeur pour les journalistes de ce journal. Autant vous dire que je l'ai jamais fait, j'ai jamais accepté de le faire et je m'en sentais déjà pas capable. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un filtre, la manière de me percevoir professionnellement. Je n'étais pas une apprentie journaliste ou lambda, j'étais déjà une arabe. Et tout était comme ça dans le Nord à l'époque, c'est-à-dire dès que je voulais occuper un emploi pour payer mes études, il y avait toujours le filtre de l'arabe. J'ai une anecdote, dans ces années-là, en 96, je suis à l'université, dans les premières années de fac d'histoire. Je postule à un job d'été. Le Nord, c'est un pays qui est traversé par ce qu'on appelle les vendeurs par correspondance. Vous savez, la Redoute, la Trois Suisse, tout ça. Donc c'est la capitale de ça. C'est aussi les supermarchés, machin. Mais là-bas, quand on est fille et fils d'immigrés, ce qui paraît bizarre en 2022, mais à la fin des années 90, il n'y avait pas de Noirs et d'Arabes au guichet des banques. Ça n'existait pas. C'est impossible. Même les caissières de supermarché, elles n'étaient pas issues des minorités ethniques. Vous ne trouviez pas une maman indienne ou je sais pas, subsaharienne qui aurait fait quelques études, qui serait en capacité de tenir une caisse. Aujourd'hui, surtout en Île-de-France, on trouve ça normal. Limite, c'est le contraire qui serait pas normal. C'est-à-dire que c'est des emplois peu qualifiés. On s'attend à ce que ce soit des personnes d'origine étrangère qui les tiennent. Mais à l'époque, même caissière chez Auchan, c'était un privilège que nous n'avions pas. On ne pouvait pas accéder à ça. Moi, je postule dans une banque qui fait du crédit à la consommation, sans citer la marque. Et c'était un job en agence, comme ça. J'arrive dans le bureau du conseil régional de cette banque qui me dit « Vous êtes notre meilleure candidate. » Et là, j'ouvre les guillemets. « Mais il va falloir accepter de changer de nom. » Je dis « Ça veut dire quoi ?» On me dit texto, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est raciste. On me dit votre nom est à consonance musulmane. Donc le concept de consonance musulmane, je ne connaissais pas. Donc j'avais un nom à consonance musulmane. Mais grand Dieu, pas mon physique. Et donc on était prête à m'embaucher en agence si j'acceptais qu'on travestisse mon nom. Parce qu'on va dire ça n'existe pas, c'est de la fiction. Mais en fait, moi je l'ai vécu. Autant vous dire que j'ai pas compris. J'ai dit non, je vais pas changer de nom. Et on m'a dit, vous comprenez, notre clientèle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à ce qu'une jeune femme arabe les serve dans une banque. Et donc, elle n'est pas prête. Nous, on voudrait vous prendre, mais il faudra accepter de changer de nom. Donc, ils m'ont fait déplacer à un entretien ultime pour un job. Et mon intérêt économique aurait été de dire, oui, appelez-moi Émilie, Magali, ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est un job d'été, j'en ai besoin de payer mes études, appelez-moi comme vous voulez. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai tourné les talons et je suis partie. Et j'étais vraiment meurtrie. Et j'aimerais simplement dire que ça, je pense pas que ça a disparu, mais les cartes ont été rebattues. Il y a eu certaines avancées depuis l'époque, depuis une grosse vingtaine d'années maintenant.
Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, dans cette région-là, le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, ça s'appelait Nord-Pas-de-Calais, je ne pourrais pas travailler. Je serais toujours une arabe. À l'époque, il y avait beaucoup de chômage dans cette région. On réservait, c'était vraiment la préférence nationale de l'extrême droite avant l'heure. On réservait les emplois aux non-immigrés, en tout cas dans l'imaginaire. Parce qu'autant vous dire que tous mes amis étaient d'ascendance belge ou flamande. Il n'y avait que des Vendaines et des Vendaines. Tout le monde était issu de l'immigration, sauf que eux, c'était l'immigration européenne et nous, post-coloniale. Donc, on ne nous donnait pas de travail. Donc, moi, je me suis dit, j'ai pas de solution, il faut que je quitte cette région. Mes études et la vie personnelle m'amènent à quitter l'île après... on appelait ça une licence à l'époque, la 3e année. Donc, c'est toujours une licence aujourd'hui, maintenant, je crois, d'histoire. Et je pars faire une maîtrise à Grenoble parce qu'ils ont une spécialité d'histoire culturelle. Et moi, j'avais envie de travailler sur ces questions. Et donc, j'ai travaillé en maîtrise et en DEA. C'est un Master 2 aujourd'hui, Master 1, Master 2, pour placer les choses. Je le fais à Grenoble à l'époque. On est au tournant des années 2000, 99-2000. Et donc, je passe ces 2 années étudiantes là-bas et sans trop savoir ce que je vais faire dans la vie. J'ai pas eu la possibilité de faire une école de journalisme. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à travailler pour gagner ma vie parce que ça devient difficile de vivre sans le sou à cet âge-là, quoi. Parce qu'après 5 ans d'études à l'université, on se dit, ça suffit, quoi. Je veux dire, on peut pas vivre d'un précarité indéfiniment. Et surtout que Grenoble, c'est une région riche, enfin riche, plus huppée que le Nord-Pas-de-Calais, donc la vie est chère. Et voilà, on vit avec des étudiants qui vont au ski le vendredi soir, qui viennent en cours avec leurs planches. Vous êtes pauvre, vous habitez dans une petite chambre étudiante avec des fenêtres en bois où il fait très froid l'hiver, n'est-ce pas? Et on se dit, bon, ça suffit la précarité, mais je suis tentée de faire un doctorat. Donc je sais pas trop. À l'époque, je dis à mon directeur, je fais une maîtrise et un DEA, une maîtrise sur le journal Libération et l'Algérie. Donc c'est assez intéressant de voir comment le journal Libération accompagne le mouvement Beurre dans les années 80, comment il survit grâce à l'élection de François Mitterrand et comment il parle de l'Algérie et des Algériens, y compris dans la diaspora à l'époque. Ça me fait découvrir la marche pour l'égalité contre le racisme. J'en ai jamais entendu parler. Si je ne m'étais pas intéressée au journal Libération dans ces années-là, je n'ai jamais entendu parler de la marche. Et donc j'ai 20 ans et je découvre la marche pour l'égalité, donc ça me bouleverse. Je me rends compte qu'il y a toute une movida autour de la marche avec, bon, je connaissais Smaïn, mais je faisais pas le lien avec des mouvements sociopolitiques. Je connaissais quelques beurs des années 80 qui avaient eu un peu de succès, sans le corréler à des mouvements sociaux. Et là, je comprends qu'il y a un gros mouvement social qui porte cette émergence artistique. Les livres de Mehdi Charef, le groupe de Rachida Carte de Séjour. Enfin, je me rends compte qu'il y a une espèce de nébuleuse culturelle qui naissent de mouvements citoyens. Là, ça me passionne. Je fais un DEA sur les échanges culturels entre l'Europe du Sud et le Maghreb, donc sur cette ère culturelle de la Méditerranée, la Mare Nostrum, Fernand Braudel, tout ça, parce que c'était un peu l'axe du DEA de l'époque que je faisais. Avant, on rentrait en Master 2, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, sur dossier. Il fallait avoir un bon dossier, ils ne prenaient pas tout le monde. Et puis moi, c'était conditionné par une bourse. Si on ne m'avait pas donné de bourse, j'arrêtais là mes études. Donc j'ai été sélectionnée in extremis, mais vraiment à une place près. Et j'ai eu une bourse aussi in extremis, ça a rebattu les cartes. J'ai fait ce DEA. Et à la fin de ce DEA, je dis à mon professeur, qui était un éminent spécialiste de l'Italie, l'immigration italienne, pardon, il me dit ah, mais ça va pas être possible, une arabe qui. Non, même pas comme. Comment il m'a dit ça? La maghrébine qui veut faire une thèse sur les maghrébins, c'est pas possible. C'est pas objectif, c'est pas scientifique. Ça, c'est la grande blague qu'on vous sert quand vous êtes chercheur, la théorie fumeuse de l'objectivité du chercheur. Là, je me mets en colère, je dis, mais je ne comprends pas. On a maints exemples de chercheurs qui font de l'égo-histoire, presque une histoire de leur famille, ou qui sont eux-mêmes militants du Parti communiste français, qui font une thèse sur l'histoire du Parti communiste. Ou... Je dis, moi, mes parents ne sont pas artistes, je vous dis que je vais faire une thèse sur les artistes. Je pense que la distance, elle existe. Je ne partage avec eux que des origines, et ça s'arrête là. On est vraiment dans... J'ai une forme d'objectivité qui est possible. Voilà.
Et il veut rien savoir, il me barre la route du doctorat. Il me dit non, vous ferez pas de doctorat là-dessus. Je refuse. Je dis, bah, si vous refusez, je m'en vais. Donc je quitte Grenoble. Je décide que j'ai besoin d'une pause parce que je vis dans une précarité trop importante. Très fortuitement, je croise une amie d'enfance dans un train en repartant voir mes parents à Lille qui me dit, je cherche une coloc à Paris, est-ce que ça t'intéresse? Je me suis dit, je retournerai pas vivre dans le Nord, c'est un pays où je pourrais pas travailler. Vous voyez, je dis pays, parce que pour moi, c'était vraiment un pays. J'ai une identité ch'ti qui est très très forte, c'est chez moi là-bas. Mais je me sentais aussi rejetée par mon propre pays, là où j'ai grandi. Et cette espèce de racisme presque atavique que j'ai ressenti depuis l'enfance, je dis, mais maintenant que je cherche du travail, je peux pas travailler là-bas. J'y retourne quand même quelques mois pour me refaire une santé financière. Donc, et là, je travaille dans une société qui vend du crédit à la consommation, qui est très connue dans le Nord, qui s'appelle Cofidis. Quelques mois simplement. Il n'y avait pas 36 trucs pour travailler dans le Nord, donc je travaille là-dedans. Et je vis, et je vous jure que c'est vrai, je vis le 11 septembre 2001 avec mon casque de vendeuse de crédit en ligne avec des clients. Et Cofidis, si vous connaissez la pub Cofidis, tout ça, machin, nous, en fait, on a une télé dans le bureau, dans les open space. C'était le début des open space à l'époque. J'ai l'impression d'être Cro-Magnon, mais bon, c'est pas grave. Je raconte des trucs. On a donc une télé comme ça à tube cathodique, on est en 2001. Et en fait, nous, le job de commercial, c'était quand la pub Cofidis, elle passait à la télé, on avait un raz-de-marée d'appels qu'il fallait absorber pour vendre du crédit. Du pré-voiture, du crédit à la conso, des trucs comme ça. Et donc, dès qu'il y avait le petit machin Cofidis, il fallait qu'on soit à fond et tout. Du coup, on a une télé et on voit le flash spécial et les images en direct. On s'agglutine sur la télé, des tours jumelles qui tombent, du Pentagone qui est attaqué. Et moi, ce jour-là, le mec tombe, hein. Je fais une nocturne, c'est-à-dire que je commence à 13h, je finis à 21h. Donc je bouillonne. Les attentats, ils arrivent à 14h30 à peu près. Et c'est comme ça toute l'après-midi. C'est-à-dire que toutes les heures, il se passe un truc. Il y a une tour qui tombe, il y a un avion qui éclate. C'est cataclysmique. Et moi, je suis témoin de ce truc-là dans la télé du bureau, avec mes collègues qui partent les uns après les autres, parce qu'eux, ils ne font pas de nocturne. Le soir, on est peut-être 2, là où ils sont 10 la journée. Et je me décompose, me liquéfie, parce que je sais, moi, je suis arabe. Et donc, c'est l'époque de Ben Laden, Al-Qaïda, machin. Je me dis, c'est mort. C'est fini pour nous, c'est fini. La France Black Blamber de Zidane, elle est enterrée vivante avec une pelle. Je le sais, en fait, à ce moment-là. J'ai des clients au téléphone. Parce que je suis obligée de travailler. Attentat, pas attentat, on s'attend à ce que j'appelle mon portefeuille client, je vende des trucs, je baratine. Appeler des gens qui sont devant leur télé à bouche ouverte parce que des Arabes, ils ont fait péter des tours. Moi, je suis au bout de ma vie. Je suis là comme ça en train de leur vendre des trucs. Puis eux, ils me parlent que de quoi? Des attentats. Ils s'en foutent de mes crédits, ça les intéresse pas. Et moi aussi, je suis au bout de ma vie. Je sais que je bascule dans un monde. En tant qu'historienne, je sais que je rentre dans le 21e siècle. C'est fini. Je veux dire, je rentre dans une autre histoire. Et donc, je me dis, pourquoi ça tombe le jour où je peux pas rentrer chez moi avant 21h? Je vis ça, enfermé dans un bureau. C'est drôlatique. Je le vis vraiment comme ça. Et très peu de temps après, je pars m'installer à Paris, faire mes études. Et d'abord travailler, puis me dire, je me donne un peu de recul, puis je reprends mes études. Et là, je me dis, mais waouh, quoi, à quoi bon, enfin... Parce que là, nous, on a plus proche de nous, on a les attentats de 2015, on a une espèce de recul par rapport à ça, mais on ne mesure pas ce que ça représentait pour des enfants d'immigrés comme nous, le 11 septembre 2001. On a cru qu'on était à ça d'être français, d'être à part entière et non entièrement à part. On était à ça, à une tête de Zidane en finale. On disait qu'on était... C'est bon, on dansait sur Yarayah de Rachida d'Ahmed Harachi, on était roi du monde parce qu'on marquait des buts, vive la France, on sortait avec des drapeaux français. On était au taquet, en fait. On y croyait, nous-mêmes, on y croyait. Et quand on a vu le 11 septembre, on a compris. Parce que là, on s'est mangé le boomerang. Déjà, on l'avait senti en 91 avec la guerre du Golfe, quand on nous regardait de travers en mode « Vous êtes pour ou contre Saddam ?» Moi, j'étais au collège. Mais c'était encore... Ah, c'était pas clair qu'on était vus comme Français. Même nous, on n'osait pas trop dire. Puis nos parents nous disaient pas « Vous êtes des Français, soyez fiers. » Ils nous disaient pas ça, nos parents. Hein. Moi, mon père, c'était... on n'est pas des harkés. Il mélangeait tout, mon père. Hein. Il était encore en guerre d'Algérie dans sa tête. Après, il a changé de discours. Il n'a plus tenu ce discours-là, mais
fin des années, enfin, début des années 80, je reviens en arrière, mais début des années 80, mon père, il voulait rentrer en Algérie. Nous, on était flippés, parce qu'on connaissait pas l'Algérie. On vivait dans les cartons. On était vraiment flippés. Dans les années 90, on a acheté de l'huile et du sucre parce que Saddam Hussein, il envahissait le Koweït. Et donc, il y avait le monde arabe et l'Algérie qui soutenaient Saddam Hussein et la France qui rentrait en guerre avec l'OTAN contre Saddam Hussein. Et moi, j'étais petite, je disais pas ça, mais il y avait des éditos dans la presse d'intellectuels maghrébins qui exhortaient la 5e colonne des Maghrébins de France de surtout pas trahir la France et de soutenir Saddam Hussein parce que c'était un arabe. Donc là, l'embrouille, elle commençait déjà bien. Et moi, j'avais 12-13 ans, je captais pas, mais je voyais qu'il y avait une embrouille quand même. On n'était pas dans le camp des Arabes. Mais il fallait être dans le camp de la France, mais en même temps, on voyait bien qu'on nous regardait de travers. On le revit le 11 septembre 2001, quand en plus un des terroristes est un enfant d'immigration maghrébine. Et là, il commençait à faire de la psychologie de bazar sur le champ des civilisations, est-ce qu'on est l'éternelle 5e colonne? Est-ce qu'un jour on pourrait se dissoudre, s'intégrer? Est-ce qu'on n'est pas toujours l'ennemi intérieur, comme les Félagas de la guerre d'Algérie? C'est toujours ça, en fait. Et donc moi, là, j'ai 20, je sais plus combien, 2001, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Je vais m'installer à Paris. Je travaille dans une banque américaine pendant quelques années. Américaine, en plus, à la Défense, avec le badge et tout, avec la peur des attentats sur la Défense, enfin, la totale, quoi. Et je change pas de métier. Et je m'interroge, est-ce que je reste dans cette carrière qui m'offre des perspectives professionnelles et financières intéressantes? Je sais pas pourquoi ils m'ont embauché alors que j'avais un bac plus 5 en histoire et je crois que celui qui m'a embauché, il aimait l'histoire. Donc, c'est un argument. J'étais bonne commerciale, mais bon, quand même, j'avais un bac plus 5 en histoire. Je rentre dans ça, dans ce métier-là, je travaille au siège de l'entreprise, ensuite en agence, à Neuilly-sur-Seine. Si on m'a mis à Neuilly, c'est qu'on estimait que j'étais un visage de la diversity, parce que je travaillais quand même pour General Electric, qui avait comment on appelle ça, pour parler le langage start-up, une culture corporate qui promouvait la diversité. Il faut savoir que moi, chez General Electric, j'avais les mêmes outils de RH qu'à New York. On nous demandait de notre ethnie dans les questionnaires salariés. Si on était des couleurs, on est brown, black, white. J'étais là, waouh, c'est autorisé ça. Enfin, j'étais un peu comme ça. Et donc, c'était une entreprise qui avait une RH très portée sur la promotion de la diversité. On avait même des formations là-dessus. Donc, moi, j'avais le profil, j'étais pas trop typée, j'avais fait bac plus 5, je présentais bien, j'étais bonne commerciale. Ils disaient, celle-là, on va la pousser, on va la mettre en avant. Et moi, je voulais juste me barrer, en fait. Moi, je ne vais pas faire carrière là-dedans, je fais ça pour vivre, je vais retourner faire des études. Puis je sentais que j'en avais gros sur la patate, sur cette question identitaire, que je sentais que j'avais pas tout dit. Et là, j'ai vu des choses qui m'ont perturbée, parce que comme c'est une boîte américaine qui promeut la diversité, ils vous le font savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on croit que c'est normal, que tout le monde parle de diversité et tout, mais au début des années 2000, c'est nouveau. C'est pas français, en fait. Promouvoir par l'ethnie des gens. Ça se fait pas, en fait. On vous parle encore plus qu'aujourd'hui d'universalisme. Ça n'existe pas. On fait pas de discrimination positive comme aux États-Unis, où il vaut mieux être gay ou noir pour avoir un poste à la fac ou je sais pas quoi. Donc moi, je dis déjà, ils viennent me chercher en tant qu'individu issu de la diversité. Au moins, l'hypocrisie la retourne. Ils en font un élément de promotion. Alors qu'avant, on m'explique que c'était une tare et qu'il fait que je la cache. Dans ce sens-là, c'est positif. Mais en même temps, on est réduit à ses origines. Et donc, on n'est pas traité comme Jean-Jacques ou Bernadette, qui, eux, ils sont la norme et vous êtes la spécificité. Et moi, en plus, j'étais plus diplômée que Bernadette et Jacques. Mais moi, j'étais issu de la diversité, donc j'avais un traitement de faveur, on va dire. Pas toujours dans le bon sens du terme. Mais la vérité était vraiment positive. Mais c'est quelque chose qui vous essentialise. Et dans cette boîte américaine, tous les basanés étaient au siège et tous les non-basanés étaient en agence. Je faisais partie des toutes premières nominations en agence de personnes issues de la diversité, comme on disait pudiquement à l'époque. Donc je voyais bien autour de moi que les Noirs et les Arabes, ils étaient au siège derrière un casque et que les autres, qui n'étaient pas perçus comme des je sais pas quoi, des Asiatiques, des Arabes, des Noirs, on appelle ça comme on veut, c'était assez varié, mais c'était très ethnique pour ces jobs-là de tâcherons en open space.
Et tout ce qui était en représentation clientèle, c'était pas des gens issus de la diversité. Ça commençait timidement, mais c'était pas le cas. Je dis pas que c'est le fait de ceux qui étaient aux manettes à ce moment-là. Ils héritent d'une situation, qui est une situation française. Et ils viennent avec comment on appelle ça, c'était une boîte, ça faisait pas longtemps qu'elle était américaine. Avant, c'était une boîte française qui était issue historiquement de Citroën. Ils ont été rachetés par la General Electric. Donc, le côté corporate diversity, ça a commencé à peine quand moi je suis arrivée. Et du coup, on voyait la structure mentale de la France, c'est-à-dire cachez-moi ces basanés que je ne saurais voir. C'est un peu ça l'ambiance. Et c'est ce management à l'américaine qui sait que la discrimination est coûteuse pour l'entreprise. Et pour cette raison-là, promeut la diversité. Parce qu'elle sait que ça lui fait perdre de l'argent de promouvoir seulement une catégorie de personnes parce qu'elle est majoritaire dans l'imaginaire, etc. Et donc, moi, je suis dans cette ambiance-là et je sens que ça me va pas, en fait, faire valoir de la diversité, de faire ma carrière là-dessus. Qu'en plus, ça m'intéresse pas de vendre des crédits immobiliers et de faire de la défiscalisation à des gens qui ont 20 appartements, qui viennent avec leur titre de propriété, puis il faudrait que je monte des usines à gaz pour qu'ils défiscalisent, quoi. Et moi, je trouve que ça ne colle pas avec mes convictions et que ça m'intéresse pas intellectuellement. Et qu'en plus, j'ai un truc, un parpaing coincé dans la poitrine, il faut que je le sorte, quoi. Et je reste sur l'échec de ce directeur de recherche qui me dit non, l'arabe qui parle des arabes, ça m'intéresse pas. Et je dis, c'est pas normal. Sinon, on parle pas de nous-mêmes, qui va parler de nous et qui va nous considérer? Et il y avait un truc aussi qui me tarabustait, c'est que je voulais qu'on arrête de dire que la personne formidable que j'étais, elle ne devait qu'à Victor Hugo et l'école de la République. Parce que j'aime particulièrement Victor Hugo, j'aime particulièrement l'école de la République, mais du coup, on opposait à ma culture d'origine, ma langue d'origine, mes parents, mon patrimoine familial, qu'il aurait fallu que je dédaigne ou que je rejette pour embrasser l'universalisme de ce qu'on m'avait généreusement donné à moi, l'enfant de pauvres d'origine étrangère. Un peu une espèce d'assimilation Troisième République. Et moi, j'ai l'impression de trahir la tribu. Ça m'allait pas, en fait. Si réussir, c'est cracher sur les miens, j'ai pas envie. Et donc, cette névrose, parce que pour moi, c'est vraiment de la psychanalytique, de l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, ne me quitte pas. Il y a un problème. Et donc, je me dis, c'est pas possible. Et je suis bavarde. Hein. Et en fait, je me dis, là, on est en 2005. Donc, ça fait 3-4 ans que je serai dans cette banque. On me propose une promotion. Ce qui va dans le bon sens. Et moi, je le prends mal. Parce que si on me dit promotion, ça veut dire que je vais pas partir. Donc, le mirage... Après le mythe du retour, il y a le mythe du « je vais pas faire ce boulot toute ma vie ». Je suis tellement pauvre que si on me donne cette promotion et le salaire qui va avec, j'en sortirai jamais. Impossible. Une fois que vous avez le pavillon, le Doberman, le Labrador au choix, et le pavillon de banlieue, vous pouvez pas dire oh, je suis une artiste, je vais faire une thèse, je vais partir, je vais régler mes névroses, c'est pas possible. Je suis encore un petit peu jeune, on va dire, j'ai la vingtaine quand même. J'ai pas encore de charge de famille, je peux encore me permettre de me serrer la ceinture. Et là, je dis à ma RH, je veux partir, moi. Je peux pas rester. J'ai une thèse à faire. Ils montent un deal avec moi, ils me disent, écoute, t'as l'honnêteté de nous le dire, t'as pas fait un abandon de poste, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on pouvait pas quitter un job, genre rupture conventionnelle, démission, ça n'existe pas. Et moi, j'ai pas de filet de sécurité financier. Je peux pas quitter un job parce que j'ai une lubie. Donc je leur dis, écoutez, moi vous me proposez une promotion, moi j'ai envie de quitter. Et pourquoi j'ai envie de quitter? Parce que j'ai une thèse à écrire. Et pourquoi j'ai une thèse à écrire? Parce que j'ai une problématique identitaire que je partage avec beaucoup de monde. Et j'ai ce devoir-là de le faire. Alors que j'avais aucune velléité de carrière universitaire. De toute façon, je pensais que c'était mort, que j'avais bossé à la fac. Si vous ne faites pas campagne de la première année de fac jusqu'au poste, il n'y a pas de poste. Il y a peu de postes. Et moi, j'avais pas un parcours linéaire. Donc j'étais sûre. Donc je me faisais aucun film sur le fait que j'allais trouver du travail à l'université. Pour moi, c'était comme une parenthèse. Je faisais cette thèse que c'était important, puis je retournais bosser. Je dis, de toute façon, vendre du crédit. Dans 5 ans, je peux retrouver un job de commercial dans une banque. C'est pas comme si c'était un job de fou. Et donc, je leur dis ça. Ils me disent, écoute, on te met à mi-temps pendant 1 an.
Et si dans un an, tu es toujours dans ce délire-là, on se sépare. Je fais 1 an comme ça, je commence ma thèse, mais c'était ridicule. Enfin, je bossais, je jonglais entre des heures de bureau où j'étais devant ma clientèle, en costard. Et après, en costard, j'allais voir des vieux immigrés que j'allais interviewer, que j'allais dans les archives des associations. Je faisais tout un truc comme ça. Ils voyaient arriver la nana qui était banquier, en costard, qui arrive et qui dit bonjour les immigrés, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous chantez comme chanson? Qu'est-ce que vous avez fait comme livre? Alors, je passais un peu pour une originale, mais dans les 2 univers. Et puis, au bout d'un an, je leur dis non, vraiment, c'est ça que je veux faire. Je suis obligée. C'est mon devoir. Il y a une espèce. C'est un peu Jeanne d'Arc, quoi. J'entends des voix, il faut que je le fasse, quoi. Alors que, objectivement, j'avais aucun intérêt à faire ça. Il n'y avait pas de bourse de doctorat. Il n'y avait rien qui me disait que c'était une bonne idée. Voilà. Mais je le fais quand même. Parce que déjà, je vais voir un certain Benjamin Stora. Je lui dis, bon, voilà, je travaille dans une banque. Voilà, ça, c'est mon DEA. Je le fais lire. Qu'ils prennent pas non plus n'importe qui. Hein. J'ai dû arrêter pour des histoires personnelles. J'ai besoin d'argent. Maintenant, je veux le faire. Et j'estime que c'est important, c'est important, c'est important. Et quand on veut rentrer en doctorat, en fait, il faut trouver un directeur. Sinon, il n'y a pas de doctorat. Je vais voir d'autres historiens que Benjamin, parce que moi, Benjamin, c'est un peu... J'y vais en mode midinette, c'est mon idole. Je me dis, il va jamais me prendre. C'est mort. Parce qu'en plus, des fois, ils ont des problèmes de place. Tout ça. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Je vais voir un autre historien dont je tairai le nom, parce que je ne crée pas de polémique, qui me regarde de haut et qui me dit, c'est pas de l'histoire. Travailler sur l'histoire culturelle des Algériens en France, ce n'est pas de l'histoire. Et qui me pousse à travailler sur des demandes de naturalisation, je sais pas quoi. Je découvre plus tard qu'il fait un bouquin là-dessus. Donc, en gros, il pensait que j'allais être le prête-plume de son prochain bouquin. Je sais pas. Il s'est fait un film. Je dis, mais je m'en fiche, en fait. Moi, si je fais pas cette thèse-là, je ne fais pas de thèse. J'ai pas envie de faire une thèse, ça ne m'intéresse pas. Je fais ça ou je fais rien. Donc, je vais voir Benjamin Stora. Mais il n'en voudra jamais, etc. Et là, il comprend ce que je dis. Il trouve ça génial. Et en plus, je découvre que c'est un acteur de cette histoire. Parce que lui, il était un des fondateurs d'une structure associative et d'un hebdomadaire qui s'appelle Sans Frontières, qui était l'hebdomadaire de l'immigration, porté par les anciens du mouvement des travailleurs arabes. Et donc, je me dis, mais j'ai frappé à la bonne porte. Parce que lui, comme il était histoire de la guerre d'Algérie, je me suis dit, mon sujet, c'est pas le sien. Donc, je n'osais pas trop le solliciter. Je me dis... Sauf qu'il avait fait une thèse sur l'immigration algérienne. Et ça, je ne connaissais pas cet aspect de sa carrière. Je connaissais que la guerre d'Algérie. Et donc, en tant que spécialiste de l'immigration algérienne, c'était la bonne personne aussi. Alors moi, je lui dis, je vous préviens, je vais vous voir en tant que groupie. Moi, je veux faire ça. Il me dit, vous savez, moi, je ne pourrais pas vous garantir que vous aurez un poste à l'université. Si vous voulez choisir un prof qui pèse plus que moi à l'université, je ne vous en voudrais pas. Je dis, non, moi, je vais le faire avec vous. C'est plus important pour moi d'avoir quelqu'un qui comprenne, qui puisse m'aider à cheminer sur ce sujet-là, que de me faire une place à l'université. Donc, on fait affaire comme ça, si j'ose dire. Et là, j'arrête vraiment ce boulot-là et je me lance complètement dans le doctorat. Et le reste, c'est une autre histoire. Parce que je parle beaucoup. C'est très bien. Moi, je voulais juste revenir sur 2-3 points pour venir un peu pour situer. Vos parents, ils étaient ouvriers, mais ils étaient ouvriers, ils travaillaient où? Dans quel domaine? Alors, mon père fait suite à une longue lignée dans ma famille d'émigrer vers la France à l'époque coloniale. Mon arrière-grand-père, il était soldat spahi algérien dans l'armée française. Son fils était ouvrier dans le textile dans les années 30 dans le nord de la France. Mais ils sont tous rentrés en Algérie. Mon père arrive en 63 après l'indépendance pour travailler lui aussi comme ouvrier textile. Il va rejoindre des cousins, parce qu'on avait une famille qui était vraiment implantée dans le Nord, dans ce monde du textile. Donc ils arrivent, vous imaginez, ils arrivent à Marseille, ils montent directement à Lille, là ils découvrent un autre climat, un autre univers, enfin c'est waouh quoi. Et là ils travaillent dans le textile, dans différentes usines réputées du coin, la lainière de Roubaix, etc. etc. Ma mère le rejoint une dizaine d'années après, au début des années 70, en 72 exactement. Avec mon grand frère dans les bras qui a 6 mois et de là il s'installe dans la région. Moi je nais en 77, donc quelques années après,
Et c'est le début de la crise économique, c'est un peu compliqué. Mon père perd son travail dans le textile en 83. Donc je suis petite encore. Je le vois un jour rentrer de l'usine en bleu de travail, ce qui était rare, il se changeait toujours avant de venir, avec l'œil bleui comme ça, un cocard. Je me demande ce qui s'est passé. J'apprendrai plus tard qu'en fait il y a eu des bagarres avec des ouvriers français qui criaient dehors les Arabes. En gros, il fallait licencier d'abord les immigrés, ce qui a été fait dans d'autres industries comme l'automobile, où parfois 80% de la masse salariale était d'origine africaine, subsaharienne et maghrébine. Et donc, les travailleurs immigrés étaient les premiers visés par les plans de licenciement massifs. Et donc, mon père, il perd son travail. Et il se dit, j'ai plus rien à faire dans ce pays, il faut qu'on rentre. Et à l'époque, il y avait encore la politique du million. Et donc, on donnait 10 000 francs en anciens francs pour aider au retour. Et dans ce cadre-là, on donnait des cours d'arabe aux enfants, ce qui était mon cas. On donnait des cours d'arabe à l'école primaire pour faciliter le retour. Et donc, moi, je grandis dans ce milieu social-là. Ma mère ne travaille pas. Elle attendra à l'âge de 40 ans pour travailler à son tour dans une usine textile. Elle faisait de la couture, elle faisait des tapis de voiture, la couture industrielle de tapis. Elle a fait ça une vingtaine d'années jusqu'à sa retraite. Et donc, et mon père tissait des draps. Et nous, on est vraiment de cette histoire locale-là. Sauf qu'après, mon père, il vivait d'expédients, de petits boulots, mécano, jardinier. Enfin, j'ai toujours vu dans la plus grande des précarités. Et nous, comme tous les enfants d'immigrés de l'époque, c'est nous qui faisions les papiers, les demandes d'aide sociale, les impôts, tout ça. On était devenus assistantes sociales à l'âge de 8 ans, quoi. On savait tout faire. Et moi, je grandis dans ce milieu-là. Voilà. Et vous étiez une fratrie de combien, alors? On est une fratrie de 6 enfants. Moi, je suis la 4e. Donc, j'ai une sœur et 2 grands frères, 2 petits frères. Moi, je suis au milieu dans l'équipe de foot. Et c'était pas une des plus grandes familles du quartier, hein. C'est bien, si, c'est beaucoup, hein, surtout aujourd'hui quand on y pense. Mais à l'époque, pour une famille maghrébine, c'était plutôt une famille moyenne, de taille moyenne. Nos copains, ils étaient parfois 10, 12 ou plus. Nous, on était vraiment moins. Et même si on était vraiment nombreux, et mes parents étaient assez pauvres, donc je pense qu'ils se sont arrêtés aussi parce qu'ils ne pouvaient pas nous loger. Donc au bout d'un moment, même les familles françaises de l'époque, elles avaient 4, 5, 6 enfants. Tout le monde avait beaucoup d'enfants. C'était la norme à l'époque. Et du coup, ça donne une façon de vivre qui est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je vois que mes enfants, on était plus autonomes à l'époque, parce que comme on a des fratries comme ça, on avait vite des responsabilités. Et voilà, sur la famille, ce que je peux vous dire. Et les 6 sont allés au lycée, à l'université ou... Globalement, ils ont fait soit peu d'études, soit des études Bac+2. Je suis la première à aller au-delà du Bac+2. Et justement, par rapport aux conseillers d'orientation, le métier de banquière où on a voulu vous changer votre nom, est-ce que vous en discutiez en famille ou c'est quelque chose que vous viviez seul? Les discriminations, honnêtement, on était ceinture noire. Moi, par exemple, contrairement à mes frères, on ne me contrôlait pas mes papiers parce que ma tête, on ne voyait pas une arabe. Et en plus, bon, voilà, j'avais une vie un peu de mormone, hein, donc je marchais pas dans la rue à 2h du matin, je sortais pas en boîte de nuit. Mes frères, ils ont été beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, surtout dans le Nord, hein. C'est très spécifique à la région. C'est peut-être vrai dans le Var ou dans des endroits comme ça, mais dans le Nord, il y a vraiment une chasse à l'arabe. Il y a une vraie tension entre la police et les jeunes maghrébins. Nous, nos frères, on avait peur qu'ils soient morts quand ils rentraient pas après une certaine heure. Parce qu'il y a des histoires d'embrouilles, de balles perdues, de contrôle qui se passe mal. Et nous, on avait peur qu'ils se retrouvent, surtout quand ils avaient avec leur mobilette, on avait peur qu'ils soient harcelés et qu'ils meurent dans un contrôle au faciès. Moi, je l'ai vécu avec mes frères en voiture, un feu stop en panne, on a l'impression qu'il y a un attentat qui se prépare, il y a un camion entier de CRS qui descend, les mains sur le capot, enfin, je l'ai vu. Et moi, j'avais pas ce genre de violence-là, parce que j'avais pas l'apparence, j'étais pas une musulmane d'apparence, si on doit inventer des concepts. Et donc, eux, ils étaient plus sujets que nous à ça. Au racisme au quotidien, ils étaient plus sujets. Nous, c'est plus insidieux.
Nous, c'était même sous couvert de bienveillance. Pour eux, on était la beurette qu'il fallait sauver. Mes frères, c'était l'arabe à abattre. Et j'envie pas leur posture de genre. Être un garçon arabe à cette époque, ça reste compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était hardcore. Surtout dans les quartiers où nous, on évoluait. Il y avait... vous étiez soit pris par la délinquance, parce que ça vous rattrape, la rue vous rattrape, soit quand vous y résistez, vous avez l'institution qui vous voit comme un délinquant, même si vous ne l'êtes pas. Et donc, quoi qu'il arrive, c'était peu enviable d'être un garçon arabe à l'époque. Et donc, on savait, avec ma sœur, on savait ça. Nous, on était un peu plus préservés. Nous, c'est plus insidieux. C'est dans des remarques, dans des difficultés, que je vais connaître plus tard, quand je vais chercher à louer un appartement ou que je vais chercher du travail. Mais tant que j'étais dans la sphère de l'intimité familiale, je ne le vivais pas aussi frontalement que mes frères, qui, dans la rue, dans l'institution, dans le rapport à la société française, étaient vus comme un problème. Et ça marque quand même. Vous aviez des échanges autour de ça ou pas du tout? Non, il y avait une forme de fatalité. En fait, c'est entre guillemets, toi-même, tu sais. Ils voulaient qu'ils me disent quoi, mon frère? Il mettait une chemise, il se mettait beau, il mettait du parfum pour aller en boîte. Et après, je le vois en bas dans le quartier, il fait rien parce qu'il n'est pas rentré dans la boîte. Mais il venait pas me pleurer sur le pas en me disant, tu sais quoi, on m'a refoulé à la boîte de nuit. Mais je le savais. Le gars, il se met beau pour aller draguer les filles, il revient, il n'est pas rentré dans la boîte, je le sais. Je le sais que il y a un truc qui va être volé, on va l'accuser lui parce qu'il est là. Alors, il n'a rien fait, mais c'est lui, c'est un garçon, c'est un arabe, c'est un voleur. Et cette violence-là qu'ont pu connaître mes frères dans l'espace public, ils n'avaient pas besoin de me le raconter, j'en étais le témoin. Et surtout, je ne sais pas comment dire, il y a une espèce de pudeur, mais c'est quoi l'étape d'après si on commence à se chauffer sur, t'as vu, m'a dit si on m'a fait ça, c'est qu'il n'y a plus aucun espoir. On va pas monter une barricade, c'est pas possible. On est dans l'ambivalence, on espère toujours que... La France, c'est un peu comme notre mère qui nous aimerait pas. Mais c'est comme notre mère, mais elle nous aime pas. Donc c'est ambivalent comme sentiment. Eh ben, mes frères, c'est un peu ça, c'est-à-dire que déjà, dans nos familles, on est des taiseux. Il n'y a pas de gens, on ouvre nos sentiments, on se raconte des trucs. C'est pas dans notre culture. Et donc, on a nos yeux pour pleurer, mais on peut que le regretter. On n'est pas dupes. Et moi, je sais juste que ma seule porte de sortie, c'est, comme dirait ma mère, l'école. J'ai que ça, en fait. J'ai pas d'autre solution. Et même comme ça, j'ai le sentiment profond que dans ma région, c'est pas possible. Parce que c'est une région qui est tellement pauvre, tellement traversée par des problèmes sociaux graves, le mal-logement, l'alcoolisme, la pauvreté, le chômage endémique. Il n'y a aucune perspective. Donc le bouc émissaire sera toujours l'immigré. Et dans une région qui est traversée par autant de misère, on ne peut pas nous faire la place. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas, mais techniquement, ça s'explique. Donc la solution, c'est de partir. Et ben, en tout cas, moi, je suis partie. Alors, j'avais une question justement par rapport à ça. Puisque votre père est arrivé en 1963 après l'indépendance et que vous êtes une famille de taiseux, est-ce qu'il a échangé avec ses enfants autour de cette période-là, de l'Algérie française, de l'indépendance? Non? Vous savez, s'installer dans le pays de l'ancien colonisateur, c'est une défaite. C'est une défaite. Alors, c'est la mâchoire serrée qu'on s'y installe et qu'on s'y fait humilier. Parce que mon père, c'est l'humiliation. C'est 12 ans de CDD dans une usine, de CDD, qu'on casse à l'été et qu'on réactive au mois de septembre. Vous imaginez la carrière qu'il a eue, mon père? C'est extraordinaire. Et moi, la guerre d'Algérie, j'en entends parler à l'école. Pas parce qu'on m'a fait un cours sur la guerre d'Algérie, mais parce qu'à la maternelle ou au CP, j'ai plus trop le souvenir, on me dit, si la France et l'Algérie sont en guerre, tu prends parti pour qui? Alors moi, mais pourquoi voudriez-vous que l'Algérie et la France se fassent la guerre? J'ai pas à prendre parti. Et on me dit, mais si, tu sais, la France et l'Algérie ont été en guerre. C'est comme ça que j'apprends qu'il y a eu une guerre et que ça me concerne et que ça concerne mes parents et que mes parents ont été acteurs et ensuite ont dû, suprême humiliation, après avoir obtenu d'être algérien en 62, prendre le chemin de l'exil pour travailler pour ce pays qui les a
maintenu sous un joug colonial qui fait que mes parents n'ont pas reçu d'instruction. Ils n'ont pas été à l'école. Mon père, il a fait 3 ans de zaouïa à une école coranique. Donc, il lit l'arabe, il écrit, mais pas plus que ça. Mes parents ne savent ni lire ni écrire en français. On m'explique que mon père est un analphabète, sauf qu'il est lettré en arabe. Mais ça compte pas, c'est de l'arabe. Donc, tout est comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un secret, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la guerre d'Algérie de mes parents. J'ai des flashs comme ça, mais j'en sais pas plus en fait. Et tout ce que j'en reçois, c'est des fêtes de l'amicale des Algériens en Europe, où on va sous le haut patronage du président Chadli, ou plus tard, avant lui, Boumedienne, mais je m'en souviens pas, j'étais un peu petite, et plus tard, tous ceux qui vont lui succéder. C'est mon contact avec l'Algérie, c'est cet espace diasporique de l'amicale, où il y a des kermesses, des pièces de théâtre, des discours officiels que je comprends pas, parce que c'est en arabe classique, et puis des cours d'arabe donnés par un prof d'arabe de l'ambassade pendant les heures à l'école. Ça aussi, c'est un autre sujet qui est intéressant, parce que c'est vraiment pointillé comme ça que l'Algérie s'invite dans ma vie. Par exemple, les cours d'arabe, un jour on dit Naïma, Mehdi, Mahmoud, Rachida, levez-vous. Nous on sait pas, on se lève, on voit qu'on est tous des arabes, et on nous dit veuillez nous suivre. On nous met dans une classe, on dit voilà, c'est votre prof d'arabe, vous allez faire de l'arabe. On nous dit pas est-ce que tu as envie d'apprendre l'arabe. On a décidé que tu allais apprendre l'arabe. Non, on me met en cours d'arabe. Et comme on dit en arabe, khlas. On va faire de l'arabe, c'est comme ça. Ok. Après, ils nous expliquent doctement que l'Algérie, c'est notre pays. Voici ces lois, qu'on va y retourner, que c'est Inch'Allah, et c'est comme ça, et c'est tout. Donc nous, on est flippés, on dit, mais on n'a rien demandé, nous. Et les premières années de ces cours-là, les profs sont sympas, ils font de la couture ou du dessin, des trucs genre rattrapables ou pas indispensables. Et vers la fin de ma scolarité élémentaire, ils sont moins sympas. Ils se mettent à faire des cours d'histoire pendant que je suis en cours d'arabe. Donc moi, j'ai pas fait d'histoire et de géographie à l'école élémentaire. J'en ai fait à partir du collège. Est-ce que c'est pour ça que j'ai fait un doctorat d'histoire? Je sais pas. Mais il y avait un manque et une injustice pour moi de dire je vais en cours d'arabe pendant qu'il y a des cours d'histoire. C'était assez hardcore pour moi. Moi qui étais bonne élève, qui était la première de la classe, je vivais comme une amputation, une injustice. Et donc c'est comme ça que moi l'Algérie s'invite dans ma vie, mais en pointillé comme ça, dose homéopathique, et puis à travers des saillies racistes qui vont ponctuer mon plus vieux souvenir, c'est un souvenir raciste à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge adulte. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire qui fait qu'on a autant de haine? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'essaie de comprendre. Et fil en aiguille, je vaguement un discours que j'arrive même pas à le dire en français. C'est un discours qui dit qu'en gros on était sous joug colonial et qu'il fallait que s'en dépêtrer, que l'indépendance était injuste et juste. Et que, voilà, moi j'ai des moudjahids dans ma famille, des morts, des gens qui ont survécu, etc. Pourtant, tous anciens immigrés. C'est-à-dire que c'est marrant que ces anciens immigrés, voire soldats de l'armée française, ont choisi le camp de l'indépendance parce qu'ils ont été dans l'institution coloniale, qu'ils ont vu que même en tant que soldats, même en tant que je sais pas quoi, ils seraient toujours des indigènes. Et c'est cette déception de la promesse républicaine qu'ils ont vécue. Moi, mes 2 arrière-grands-pères ont fait la Grande Guerre de 14-18. Mon grand-père, l'un de mes 2 grands-pères, a fait 39-45. Et il a même fait l'Indochine pour la France. Ils ont pourtant pris le parti de l'indépendance pendant la guerre. Parce que ces anciens combattants de l'armée française ont vu que même quand ils versent leur sang pour le drapeau, ils sont c'est des sous-citoyens. C'est même pas des citoyens, c'est des indigènes. Et c'est ce hiatus entre la promesse républicaine et le sacrifice qui a fait que, dans ma famille, ils ont eu l'opportunité d'être dans le camp de l'indépendance. Parce que le camp de ceux qui, on va dire, vont rentrer dans les RK de l'armée française, c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas tous choisi la France. Parfois, c'est les événements qui les ont précipités dans les bras de l'armée française. Il y a beaucoup d'anciens combattants. Moi, je vous dis, j'ai une famille d'anciens combattants. C'est des gens qui ont des médailles commémoratives de la Grande Guerre, des médailles des troupes coloniales. J'ai même un arrière-grand-père qui a colonisé le Maroc, parce qu'avant, on utilisait des indigènes pour aller coloniser d'autres indigènes. Donc, je connais cette histoire et sa complexité.
Mais je la connais parce que j'ai cherché à l'âge adulte à la connaître. J'en ai eu aucune transmission intrafamiliale. Et c'est ce trou, ces non-dits, et c'est presque ce trauma colonial qu'on a reçu dans le cordon ombilical de notre mère, qui fait que ce trou béant identitaire, qui renvoie à des imaginaires institutionnalisés, qui font que des gens de ma génération, certains sont devenus dingos, d'autres sont morts de la drogue, d'autres ont fini sur le trottoir, d'autres ont fini à l'hôpital psychiatrique. C'est Sayad qui disait que nous étions les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants illégitimes. J'aime bien aussi citer Kateb qui disait que le mot beurre est un mot détestable puisqu'il met en concurrence la France et l'Algérie. C'est cette concurrence qui fait nous des êtres fracturés. Et moi, je suis vraiment un pur produit de cette génération, qui à la fois aspire à être française, parce que j'ai pas de pays de rechange. Moi, je suis algérienne par mes parents, mais factuellement, je suis pas algérienne comme mes cousins qui habitent en Algérie sont algériens. Je ne peux pas. J'ai pas leur expérience. Ce qui se passe dans la société civile algérienne m'intéresse, mais elle est loin de moi. Et donc, je suis une Algérienne de France, ou je suis une Française d'origine algérienne. Mais il y a toujours le mot France dans l'affaire. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben moi, c'est ça l'engagement de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'au-delà de moi-même, quand j'ai soutenu ma thèse en 2008, il y a un exercice qui s'appelle la defense, la présentation de sa thèse. C'est là où j'ai dit, c'est la première fois de ma vie que mes parents m'ont aidé à faire mes devoirs à l'école. Parce qu'ils avaient une forme d'expertise que n'avaient même pas mes profs d'université pour parler des artistes algériens de l'immigration. Alors ma mère ne lisait pas Kateb Yassine, elle n'en était pas capable. Kateb le regrettait d'ailleurs, il disait « j'écris par-dessus la tête de mon peuple ». C'est pour ça qu'il a fait du théâtre oral plus tard. Mes parents n'étaient pas en capacité d'apprécier la peinture d'Issi Yarem, le cinéma, parce qu'ils n'avaient pas cette culture de cinéma, mais le cinéma d'Assia Djebar ou de Mohamed Lakhdar Amina ou je sais pas quoi. Mais la chanson populaire, c'était leur médium, qui racontait leur histoire, leur exil, leurs histoires d'amour contrariées par la Méditerranée, leur douleur de ne pas voir leurs parents, la nostalgie de la terre natale. Et moi, c'est par là que j'entre dans ce sujet-là. Je me dis, je vais faire une histoire culturelle, mais il faut qu'elle soit aussi populaire. Parce qu'on est à côté de la plaque si on ne prend en charge que des médiums qui sont reçus soit par on va dire, la bonne société algérienne ou maghrébine, soit par le public français francophone, lettré ou instruit, et pas ces travailleurs, ces forçats de l'immigration. On ne comprend pas ce qui se joue au niveau identitaire. Et ensuite, il y a la question de la chronologie sociale des mouvements de citoyenneté, y compris pour l'indépendance de l'Algérie. On oublie que le premier président de l'Algérie indépendante est compagnon de la libération, décoré par le général de Gaulle, un certain Ahmed Ben Bella. Et donc, on ne comprend pas cette part française de l'identité algérienne et cette part algérienne de l'identité française si on ne fait pas ce travail sur le patrimoine. Et moi, je l'ai dû le faire à l'échelle de ma vie personnelle, à l'échelle de ma famille, et plus largement de manière, je disais les grands mots universels, parce que ça la rend universelle si on la met en partage. Et peut-être pour parler d'un autre moment de ma vie, c'est un peu ça que j'ai compris avec le temps, c'est pour dire à la France que nous sommes français, mais riches de cette histoire-là, que c'est important pour moi de mettre en récit ces apports culturels, artistiques, cette mémoire et cette histoire de l'immigration, parce que l'histoire culturelle, c'est l'angle mort de toutes les immigrations. Bon, ok, les Russes blancs, on s'est passionné pour les peintres du Montparnasse qui viennent dans les bagages de ces Russes blancs des années 20, ok, mais parce que c'est académique, on parle d'art plastique. On a moins fait la monographie des taxis russes dans Paris des années 20. On s'est intéressé toujours à l'écume bourgeoise des immigrations, mais peu à l'histoire prolétaire de ces immigrations. Et moi, je pense que au moment où ma génération émerge, c'est vrai dans le cinéma, la littérature ou la recherche, on est une génération, nous, issus de cette immigration-là, à vouloir en faire le récit. Parce que c'est un récit manquant. Si je devais reprendre cette image populaire de l'image manquante, on est dans une image manquante
Et je prends toujours, je mobilise toujours cette image de la photo de famille. Il n'y a pas les silhouettes de nos aïeux dans la photo de famille. Où est la silhouette de mon arrière-grand-père qui a chevauché pour l'armée française en 14-18? Elle est où, sa silhouette? Dans les mémoires combattantes. Où sont les chansons de l'exil que chantait ma mère en larmes dans sa cuisine, qui ont été écrites à Barbès dans les années 60? Où sont, etc., etc. On a une espèce de caviardage de cette empreinte culturelle, politique, sociale, militaire, en gros de cette histoire de France. On ne peut pas faire l'histoire de France contemporaine depuis 1800 si on ne fait pas une histoire de la France traversée par ces immigrations au pluriel. Et que dire de l'immigration algérienne, qui est une avec les Portugais et on va dire et les autres migrations postcoloniales les plus importantes du siècle. Et là, on a des images manquantes, des récits manquants. Et moi, je peux pas me construire en tant que Française si on m'ampute de manière... Si je deviens hémiplégique de l'identité. Si on me dit que ma partie École de la République, acquis français, dans ma vie de Française, née en France, se suffisent à eux-mêmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sinon je m'appellerais pas Naïma. Je serais pas de culture musulmane. Et ma première langue serait pas été l'arabe. Moi, jusqu'à l'âge de 3 ans, je parle pas le français. Mais je suis pourtant française. Donc ça, qu'est-ce que j'en fais en fait? Eh ben, on est beaucoup dans ce cas-là. Dans d'autres diasporas, là je suis algérienne, je parle des Algériens, mais c'est la même chose pour nos cousins d'infortune qui sont les Marocains, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Laotiens, les Vietnamiens, qui ont plus une histoire en plus politique qui n'est pas la même. Mais ils sont issus de l'ancien empire colonial. Enfin, on a comme ça les Malgaches... Les exemples sont vraiment légion. C'est pas le problème. Les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes. C'est un refus de récit. Qu'est-ce que j'y connais, moi, à l'histoire de l'immigration indo-chinoise? J'ai quelques bribes, mais est-ce que c'est normal qu'en tant que Française, je ne connaisse pas les circonstances, l'histoire et les personnalités issues de cette histoire indo-chinoise de la France? Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui dans quelles circonstances, où, quoi, comment, qu'est-ce qu'il y a de français dans cette présence indo-chinoise en France. J'en sais rien. À part Marguerite Duras, on n'y connaît rien. Et parce qu'elle a fait le récit des petits blancs là-bas. Mais la Marguerite Duras des Indochinois en France, elle est où? Et c'est ça qu'on va vivre dans les prochaines années. C'est que maintenant, les populations issues des migrations... asiatiques dans toute leur diversité, indo-pakistanaise, Asie du Sud-Est, etc., vont se mettre en récit. Nous, les Algériens, on prend beaucoup de place, donc on nous a beaucoup entendus depuis 40 ans, il n'y a pas de difficulté. C'est peut-être une matrice pour d'autres diasporas qui vont devoir se mettre en récit. Et même si, en toute subjectivité, l'histoire franco-algérienne étant ce qu'elle est, ça restera toujours une histoire singulière, mais elle n'a rien de définitif. Je pense qu'elle ressemble à beaucoup d'autres en termes diasporiques. Et moi, mon objectif dans les années qui viennent, où que je sois et quoi que je fasse, c'est d'investir tous les médiums possibles et imaginables pour raconter cette histoire et réparer. Il s'agit vraiment de réparer nos identités narratives. J'emprunte vraiment ce concept de Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative. Nous sommes ce que nous racontons être. Et si on ne se raconte pas dans cette diversité, on a une identité fracturée. J'ai l'impression que vous faites le pont entre le passé et le présent. Et j'ai l'impression qu'avec votre thèse, vous avez fait le pont d'abord entre vous et vos parents. Parce que vous avez fait une thèse où justement vos parents ont pu vous aider dans vos devoirs. Vous venez de régler 5 ans de psychanalyse. Je me réconcilie avec cette part de moi-même, qui est un héritage familial. Même si la thèse ne parle pas de moi, hein, je veux dire, vous lirez ma thèse, ça parle d'artistes, mes parents ne sont pas chanteurs, écrivains, ni plasticiens. Mais à travers ça, je répare quelque chose. C'est-à-dire, on m'a demandé de faire allégeance, en excluant ça de moi. On va me dire qui on? Le système est comme ça. Il faut gommer toute aspérité, étrangeté, tout référent qui n'est pas celui qu'on me donne. Hein, et dans ces références, c'est la grammaire, la grande poésie, je sais pas, enfin, je vous fais pas l'article. Et moi, je dis non. Je dis, je suis
brillante aussi parce que je parle le dialecte de mes parents, parce que j'ai reçu la poésie de mes parents, leur oralité, parce que ils m'ont transmis une culture musulmane, quelles que soient mes croyances. Je suis définitivement de culture musulmane. Et je vous dirais la même chose si c'était de culture juive ou de culture protestante. Ça reste une culture. Je parle même pas de pratique religieuse, je parle vraiment de culture. Et c'est un univers mental et esthétique, émotionnel qui n'est pas le même. Et à partir du moment où je le célèbre, où je le fais découvrir et je le mets en récit, je me réconcilie effectivement avec mes parents, mais plus largement avec cette identité-là. Parce que je raccroche les wagons. Là où on m'a demandé de rejouer la guerre d'Algérie. Je ne l'ai pas accepté. C'est-à-dire que on a voulu dissoudre les indigènes dans une naturalisation française qui ferait de cette personnalité indigène la faire disparaître. Et je ne rejouerai pas la guerre d'Algérie. Je suis, que vous le vouliez ou non, hybride de cette histoire-là. C'est pas une monstruosité, c'est une identité réjouissante. Mais pour qu'elle le devienne réjouissante, il faut lui donner les moyens de l'être. Sinon, ça restera une monstruosité de l'histoire. C'est comme ça qu'on essaie de nous présenter, comme une espèce d'excroissance qui ne se dissoudra jamais dans la véritable identité française qui serait judéo-chrétienne, blanche. On n'a qu'à entendre les débats de la dernière présidentielle. Si on m'avait dit cette régression de pouvoir parler d'une partie non négligeable de nos concitoyens comme ça, sans qu'ils soient repris, voire qu'ils fassent de la prison pour parler comme ça, parce qu'on parle de nous comme de grands remplaçants. Mais on parle de quoi? On va remplacer quoi par quoi? Faut lire en sous-texte. On va remplacer le français par nos langues diasporiques, on va remplacer les églises par des mosquées, on va déboulonner les statues des grands hommes pour mettre autre chose à la place. En fait, comme si il n'y avait pas de place pour la cohabitation. Et plus que ça, pour l'échange et la rencontre et le mélange. Mais que ces gens le veuillent ou non, le mélange, la rencontre et le dialogue, il existe. Il n'y a qu'à regarder les quartiers populaires, il n'y a qu'à regarder la cité française. Vraiment, quand j'étais petite, il n'y avait pas de proviseur de collège, proviseur de lycée, pardon, qui était d'origine, on va dire, postcoloniale. Maintenant, c'est normal. Même un instituteur, il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Les gens de ma génération sont devenus instituteurs, professeurs des écoles, on dit maintenant, principaux de collège, secrétaires d'État, directeurs de cabinet, dentistes, je sais pas moi, prof de sport, coach, tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils font partie de la société française. Et assistant social, mais nous à l'époque, une assistante sociale qui aurait été maghrébine, ça aurait été waouh, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est d'une banalité affligeante. Et c'est tant mieux. Aussi vrai que maintenant, il y a des guichetiers dans des banques qui s'appellent Naïma, ce qui semblait pas possible à la fin des années 90. On a avancé relativement vite. Et c'est parce que c'est paradoxal, mais c'est parce que c'est une réalité que le camp de l'extrême droite panique et ne se cache même plus pour cracher son racisme à la face du monde. Et malheureusement, des esprits faibles ou en grande difficulté écoutent ces sirènes et ces esprits chagrins et croient à cette théorie du bouc émissaire. Et se sentent déclassés, attaquer leur identité, mais parce qu'on leur a vendu une identité qui aurait une espèce de forme de pureté, fossilisée dans des grands dogmes qui ont construit les États-nations du 19e siècle et qui ne disent pas toute la diversité de notre société et son évolution. Moi aussi, si j'étais à leur place, peut-être que je dirais, oui, il y en a marre, c'est quoi ces gens-là? On les a accueillis et ils viennent, ils prennent la confiance, comme on dit dans le quartier, ils s'installent, ils mettent leur tapis, leur djellaba, ils nous expliquent la vie et c'est ça la France, ben, elle est jolie la France. C'est comme ça que les gens le reçoivent. Ils sont en panique. Ça s'appelle de la xénophobie, la peur de l'étranger. Mais si on lui explique que c'est pas un étranger et qu'il a toute légitimité à avoir ses spécificités, comme aussi vrai que le breton a ses coiffes et le basque a son petit foulard rouge, il n'y a pas d'angoisse. C'est une forme de diversité qu'il faut célébrer.
Sauf que je compare exprès avec le régionalisme, parce qu'eux aussi, ils subissent des discriminations, du mépris. Je suis pas en train de dire que c'est réservé aux diasporas. Mais pour moi, les cultures immigrées, quelles qu'elles soient, ce sont des nouvelles traditions populaires. Elles ont cette double stigmate d'être à la fois traditionnelles et populaires. Elles deviennent traditionnelles parce que ça fait 100 ans qu'il y a des chanteurs algériens qui chantent à Paris, en France, qui enregistrent dans des maisons de disques. C'est une tradition. Paris et Barbès, c'est une capitale de la musique maghrébine. Quand on voulait être une vedette en Algérie, il fallait marcher à Barbès. Je veux dire, il y a une histoire en commun. Et en fait, si on ne dit pas à monsieur, madame, tout le monde, entrez pas en panique, la France, c'est aussi ça depuis longtemps. D'ailleurs, regardez ce fier cavalier arabe qui va libérer ce village alsacien en 1917 sur son cheval. Rencontre du troisième type, genre Iti, il voit arriver un arabe avec son grand habit du désert sur son canasson qui arrive dans un village avec des Alsaciennes qui ne parlent pas français, avec leur coiffe alsacienne, qui les accueillent comme des héros. Donc cette plus grande France, comme on disait à l'époque coloniale. Mais si on ne le montre pas, si on ne le raconte pas, la panique identitaire, elle s'installe, cette fièvre identitaire s'installe. C'est ce qu'on est en train de vivre. Il est urgent de mettre en récit la véritable histoire de France. Avec ses pages sombres, c'est son patrimoine du conflit, les pages dont nous ne sommes pas fiers. Il n'y a pas de gentil et de méchant, c'est plus compliqué que ça. Mais il y a eu un système, et on est d'accord pour dire que c'est un système qui est déplorable, discriminatoire, racialiste, et qui n'est pas une page glorieuse de notre histoire, c'est la colonisation. Et la France n'est pas le seul à l'avoir mise en œuvre. D'autres aires culturelles, le monde musulman l'a mis en œuvre et a esclavagisé le monde noir. On a comme ça des exemples dans l'histoire. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les violences. Il s'agit de dire notre époque contemporaine est le fruit de cette histoire. Et si on n'apaise pas ces antagonismes mémoriels et historiques, on va vers quoi, en fait ? Vers quoi ? Vers une nouvelle période sombre comme l'a été la Seconde Guerre mondiale et la catastrophe de la Shoah ? On va vers quoi ? Quand on appelle à prendre les armes contre les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, c'est qui les musulmans ? Et c'est quoi ce fantasme ? Quand on convoque le vocabulaire des croisades pour bouter hors de France les musulmans, enfin c'est vieux comme le monde cette histoire-là. Ça date du 8e siècle. Si on ne sort pas de cet appareillage idéologique, on va vers où ? Et donc c'est mon travail, et c'est le travail de nombreux de mes collègues qui font des films, des livres, des thèses, peu importe, qui donnent les outils pour... On parle de vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et ça, c'est un devoir aujourd'hui qui incombe à chacun qui nous écoute. Si on ne fait pas ce travail-là, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'on nourrira des fantasmes, des antagonismes factices, vraiment factices, et on n'apaisera pas nos blessures. Justement, vous avez fait plusieurs créations artistiques. Du coup, c'était dans ce but-là, pour donner à voir et donner à entendre. En fait, si vous voulez, je dois avoir une appétence artistique, c'est sûr, mais il y avait aussi, quand on parle de culture et pas faire vivre cette culture, c'est un peu difficile. Et moi, comme mon objectif n'est pas académique, mais bien de faire un travail auprès de mes concitoyens, de rendre une forme de bonheur aux héritiers de l'immigration, et aussi de bonheur à partager avec ceux qui découvrent cette histoire, qui ne sont pas forcément directement liés, mais qui la découvrent de manière réjouissante, parce que tout ça, ça reste une histoire de France. Et le faire en musique, c'est un régal. Et les émotions, le partage sont convoqués dans ces espaces-là. C'est une autre façon de faire de l'histoire. Mais c'est une façon de transmettre. Là, on est dans la transmission. Dans le divertissement, la transmission. L'objectif politique derrière, c'est ce que je vous disais, c'est de mettre en récit, de mettre en partage une histoire de l'immigration. Mais quand on le fait dans le partage en commun, parce que tout ça nous est commun, même si on connaissait pas, on fait « mais attends, mais oui, mais qui n'a pas connu un vieux café tenu par un Kabyle et une Normande dans le quartier populaire ? Qui n'a pas connu telle réminiscence musicale, tel mariage des voisins maghrébins, tel machin ?» Ça reste une histoire qui nous est familière. C'est juste qu'on ne la voit jamais sur les planches de nos théâtres et dans le spectacle vivant. Et moi, je vous parlais d'angle mort. Mon travail, c'est de résoudre cet angle mort et d'élargir la focale pour qu'on prenne en compte ces récits,
et en plus de manière agréable. On peut parler de Barbès Café. Oui, parce que Barbès Café, si vous voulez, c'est donc une comédie musicale où l'enjeu, ça a été en collaboration avec les équipes du Cabaret Sauvage à Paris, il y a une grosse dizaine d'années. On a monté un spectacle, chacun a mis la main à la pâte. Moi, j'ai eu le plaisir de documenter et d'écrire ce spectacle qui raconte à travers un couple qui tient un café dans un quartier populaire l'histoire de l'immigration plutôt algérienne, plus largement maghrébine, mais surtout algérienne, avec des archives, des actualités de l'époque, des photographies, de la musique, de la danse, du théâtre. Et ça a eu un grand écho à l'époque. Et ça a ému énormément le public. On est parti en tournée dans toute la France. Et c'est vrai que j'ai vécu avec cette aventure-là une autre manière de transmettre. Et on a créé un espace de réjouissance qui a apaisé les querelles identitaires. Alors, à l'échelle des spectateurs, hein, c'est pas la France entière, mais ça m'a fait penser qu'il fallait que je persévère dans l'aspect artistique de mon propos, déjà parce que ça me plaît, mais aussi parce que ça touche à mes objectifs de transmission et d'apaisement, plutôt dans un sas plutôt non plus douloureux, même si on aborde la guerre, l'indépendance, la colonisation. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis, mais on ressort de là joyeux et apaisé. Et ça m'a semblé important de créer des espaces d'éducation artistique et culturelle qui répondent à ces objectifs. Et il a rencontré quel genre de public, ce spectacle? Large. Un public communautaire, mais aussi un public non averti, pas du tout d'origine maghrébine. C'est ce qui explique son succès. On m'a même rapporté qu'à Marseille, il avait rencontré un public de rapatriés. Et le spectacle célèbre l'indépendance de l'Algérie. Donc, je dis pas que sur tous les aspects du spectacle, il n'y a pas eu des pincements au cœur ou des antagonismes dans le public, mais il a fait à guichet fermé ce spectacle à Marseille, au théâtre de la Criée, je crois, si je me souviens bien. Et donc, les porteurs de mémoire, les différents porteurs de mémoire, se sont retrouvés quand même dans le récit, parce que même les rapatriés, par exemple, qui parle des rapatriés? Quel est l'espace de mémoire des rapatriés? À quel moment ils peuvent se mettre en récit? Parce qu'on est toujours en train de parler de ceci ou cela. Les familles harkis, c'est pareil. Bon, heureusement, il y a eu Alice Zénitaire, hein, il y a peu. Mais quel espace pour la mémoire harkie? Donc c'est vraiment cette question de la mise en récit, même de porteurs de mémoire qui pourraient être antagonistes, qu'on retrouve dans ces questions-là. Est-ce qu'on peut parler de « Ne me libérez pas, je m'en charge » ? Oui, alors, ne me libérez pas, je m'en charge. C'est lié à un travail que je porte depuis une dizaine d'années qui s'appelle « Les femmes connaissent la chanson » autour des chanteuses de l'immigration, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration algérienne par les hommes, par le travail, par les cafés immigrés, par les moustaches de Dahman Harrachi, parce que Rachida, le regretté Rachida, avait fait connaître cette chanson de l'exil, mais c'est vrai qu'il avait embrassé le répertoire masculin de l'exil. Et moi, je trouvais ça frustrant qu'on ne parle pas des femmes immigrées et des chanteuses, surtout les chanteuses de ma mère, en toute objectivité. Et ma mère était une grande fan de la chanteuse Noura, à tel point que je croyais que c'était une de mes tantes. Elle avait la carte postale dans son album photo, à côté de mes cousins. Je dis, c'est qui? Elle me dit, c'est Noura. Je dis, Noura, ça doit être quelqu'un de la famille. Et plusieurs années après, je découvre qu'en fait, c'est une chanteuse très populaire dans les années 60 qui a bercé ma maman. Et c'est vrai que ma mère était très pudique sur ses douleurs de l'exil. Et c'est vrai que sa cuisine, c'était vraiment l'Olympia, quoi. Elle fermait la porte, elle faisait sa vaisselle et elle chantait à gorge déployée. Ma mère chante très bien. Des chansons de l'exil. Et je m'étais toujours dit, ces cuisines de nos mamans, il faut que je les raconte. Qu'est-ce qu'elles disent des conditions dans lesquelles elles se sont mariées, des conditions dans lesquelles elles sont arrivées en France, les conditions dans lesquelles elles ont dû lutter pour leurs droits, contre le code de la famille, contre l'injustice du patriarcat algérien, qui se perpétue en exil parce qu'il y a des accords bilatéraux. Ma mère dépend du droit matrimonial algérien, qui donne des droits supérieurs à mon père sur ma mère. Et ça, c'est pas normal. Donc, tous ces aspects-là du destin de nos mamans, ça a inspiré ce spectacle qui met en récit, avec des voix féminines, différents moments et différentes figures de cette chanson. Parce que ces chanteuses-là, on les connaît pas. Pourtant, c'est des idoles de nos mères. Et c'était encore l'angle mort dans l'angle mort. C'est-à-dire qu'on connaît le travailleur émigré par son casque de chantier, par son bleu de travail dans les chaînes automobiles,
pour les petites supérettes qu'ils tirent dans les quartiers populaires. Mais nos mères, on les voit pas. Parce qu'elles sont enfermées dans la sphère de l'intime. Comme si elles n'existaient pas, qu'elles n'étaient rien, qu'elles n'étaient pas... Elles étaient invisibilisées. Elles émergent socialement que quand il y a de la délinquance. Et là, ça devient l'interlocuteur de la police, des travailleurs sociaux, de je sais pas quoi, etc. Le père, lui, s'invisibilise et disqualifié parce qu'il devient chômeur ou chibéni. Donc, on le considère plus. Il n'existe plus, il ne travaille plus. Et maintenant, c'est la matriarche qui tient la maison, qui est gardienne du temple, etc., etc. Mais son destin en tant qu'individu, on n'en parle jamais. C'est ça, ne me livrez pas, je m'en charge, parce que les femmes sont souvent prises en otage entre ceux qui voudraient les dévoiler et le patriarcat qui les relègue, qui les discrimine. Et donc, c'est pour ça, reprendre une antienne du féminisme des années 70, ça me paraissait pertinent pour dire « Ne me libérez pas, je m'en charge », sous-entendu « Oui, nous avons des luttes patriarcales contre le patriarcat, à mener, mais vous n'allez pas les manipuler pour discréditer nos hommes, notre communauté, notre diaspora. C'est à nous de mener ces combats-là sans qu'ils fassent l'objet de manipulation. » C'est pour ça que je dis cette obsession de dévoiler les femmes musulmanes ou arabes, non pas qu'elles soient toutes voilées, mais symboliquement, comme si c'était à l'ancien colonisateur qui, à l'époque, organisait des cérémonies de dévoilement avec les femmes des grands généraux en Algérie, en 61, pour sauver la femme musulmane du joug patriarcal musulman. Et il ne faut pas rejouer cette scène. Il y a des combats contre les violences patriarcales, les féminicides, les discriminations qui frappent les femmes au sein même des diasporas, mais ces combats-là sont portés par ces femmes. Et c'est ce que raconte aussi le spectacle. Cette phrase-là, elle sort d'où? Ne me lirez pas, je m'en charge. C'est un slogan. C'est un slogan, je ne sais pas si c'est le MLF, mais c'est vraiment un slogan féministe très connu. Je ne sais pas si c'est l'histoire du féminisme, mais c'est vraiment... c'est comme Sous les pavés la plage de mai 68, quoi. C'est une antienne qui revient beaucoup dans les slogans. Est-ce qu'on peut développer sur Douce France? Alors, en 2021, j'ai eu le plaisir de porter avec ma collègue l'historienne Myriam Chopin une exposition au Musée des Arts et Métiers qui s'est appelée Douce France, des chansons de l'exil aux cultures urbaines. Alors, pour la blague, cette exposition donc, qui tourne autour de la figure du regretté Rachid Taha et qui donc est peuplée d'Arabes et de Noirs, elle s'appelle Douce France. Et quand j'ai travaillé avec l'équipe de scénographie sur l'exposition que nous avons présentée au Musée des Arts et Métiers en 2021 jusqu'en mai 2022, les candidats à la scénographie nous ont proposé des drapeaux algériens. Et moi, je leur ai dit, mais l'exposition s'appelle Douce France. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et même dans l'inconscient des professionnels du monde des musées, une exposition avec tous ces Arabes, ça pouvait que comporter des drapeaux algériens. Et ce que dit en sous-texte l'exposition, bien sûr, c'est l'ironie de la reprise orientale de Douce France du groupe Carte de Séjour en 85. Et ça dit quelque chose de l'ironie de cette France qui serait douce avec ses minorités. C'est ça que veut dire le titre. Et surtout, elle nous explique comment on passe d'une culture diasporique à une culture de France. C'est pour ça que je tire le fil avec Myriam Chopin de ces musiques de l'exil qui sont portées par les diasporas et qui vont nourrir, chemin faisant, grâce à des mobilisations citoyennes, une culture issue de cette diversité ou interculturalité, on appelle ça comme on veut, qui va faire qu'aujourd'hui, on a des morceaux de rap, de slam ou de pop, quels que soient les labels qu'on impose à ces musiques, qui vont emprunter à l'afro-trap, au rail, à la poésie de l'exil. Tonton du Bled, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sample de DJ Mehdi sur une chanson de l'exil de Ahmed Wahbi, qui reprend en boucle. C'est un album de l'immigration qu'écoutaient les parents de Rimka, et DJ Mehdi on a ralenti le tempo et l'a mis en boucle sur Tonton du Bled, parce que Tonton du Bled, c'est le voyage, un peu l'odyssée vers les vacances au pays. C'est ce qu'ont vécu les enfants d'immigrés. C'est une période qui est un peu révolue dans sa forme la plus, on va dire, primaire. Traverser la France avec une grosse camionnette et prendre le bateau à Marseille, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais voilà, c'est un patrimoine de l'exil. Et donc, c'est un exemple parmi lesquels qui font le lien entre la chanson de l'exil et les cultures urbaines. C'est parce qu'il y a eu ce sas des enfants d'immigration maghrébine
qui ont ouvert la scène culturelle française à la diversité, que maintenant on a des artistes issus de toutes les diasporas qui digèrent et qui assument la diversité des langues, des influences, des musiques, la fusion, si vous voulez. Et ma grande punchline de l'exposition, c'est de dire il n'y a pas d'Aya Nakamura sans Rachita. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est l'artiste française la plus connue au monde. Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, revendiquons-la. C'est la Edith Piaf des temps modernes. Aujourd'hui, Aya Nakamura, Jaja, c'est connu à New York, à New Delhi, à Jérusalem. Il n'y a pas de souci. C'est possible parce qu'un jour, il y a une génération, dans les années 80, qui a fracturé la porte et qui a fait entrer ce qu'on appelait à l'époque le rock métis. C'est la génération des Manu Chao, Rachita, plus tard Zebda, qui vont faire bouger les lignes et qui vont permettre qu'aujourd'hui, la scène française soit traversée par ces influences du monde entier. Ce qui n'était pas le cas pour les diasporas italiennes ou autres. Serge Reggiani, qui est né en Italie, Yves Montand, Dalida, quand elle arrivait en France, elle a dit « Oh là là, surtout ne chante pas en arabe, s'il te plaît ». Donc le max, c'était Amore et Castagnette, pouvait chanter en italien, le bel canto italien, ça passait, mais c'était toujours folklorique. C'était pas une chanson italienne profonde, c'était vraiment toujours c'était très folklorique. Et l'italianité de Serge Reggiani, elle arrivait très tardivement. Vous ne pouvez pas l'assumer au départ. On était vraiment dans une France de l'assimilation. On devait s'effacer derrière une identité française figée. Et ça n'a pas été vrai avec les générations des années 80. Après, il y a le contexte de la war music. Il y a plein d'éléments à cette équation qui font que, même aujourd'hui, la globalisation de la musique fait que on est écouté dans le monde entier maintenant avec le streaming, etc. Donc les frontières s'estompent. La pop s'uniformise et elle est traversée par le monde entier. Mais quand même, en France, il y a une histoire autour de ces musiques populaires et c'est ce qu'on racontait dans l'exposition. C'était très important pour vous, parce que là, on a parlé de Noura, du coup, on peut la reconvoquer. C'était important pour vous de la faire décorer, elle comme d'autres. En quoi et pourquoi c'était important? Ça fait partie de la thérapie identitaire dont je vous parlais. Pour moi, et le travail est encore long, je ne désespère pas d'avoir des timbres à leur effigie et tous les symboles de reconnaissance. Aujourd'hui, pour moi, on est dans le temps de la reconnaissance. On était dans les présentations, dans le témoignage, on appelle ça comme on veut. Maintenant, on est dans le moment, le chemin de la reconnaissance. Il y a une demande forte de reconnaissance. Et si on veut nous reconnaître, nous, en tant que citoyens français, il va falloir reconnaître ce qui nous compose, ce qui compose notre héritage, nos influences, notre patrimoine. Même si ce patrimoine, je peux en convenir, n'est pas celui de tout le monde, dans un premier temps, il le deviendra si on le met en partage. Aussi vrai que quand on est ch'ti, on n'est pas marseillais, quand on est alsacien, on n'est pas breton, eh bien, on a le droit aussi d'être français issu de ces diasporas. Et ces nouvelles traditions populaires, il faut qu'elles aient un espace de reconnaissance. Et c'est quoi les reconnaissances? Eh bien, ce sont les choses aussi honorifiques, mais qui font plaisir, que sont les médailles, les décorations, les distinctions. Et donc, avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs associatifs qui avaient de l'accointance avec certains cabinets ministériels, on a pu porter la candidature, parce que c'est comme ça que ça se passe en France. Soit c'est à l'initiative d'un ministre ou du président de la République, soit des corps constitués, des pairs, PAIRS, proposent à la distinction, ordre du mérite, chevalier des arts et des lettres, peu importe le domaine d'activité. Ça peut être, je sais pas, un directeur des affaires culturelles dans la région Occitanie qui propose à un directeur de festival, un artiste ou un écrivain d'être décoré de l'ordre de chevalier des arts et des lettres, avec tous les grades qui vont suivre après. Donc moi je me suis dit, à un moment donné, il faut une reconnaissance de la République pour ces chanteurs de l'immigration. Donc on a obtenu qu'ils soient décorés de l'ordre de chevalier des arts et des lettres. Autant vous dire que le ministère ne savait pas de qui il s'agissait. Donc l'autorité scientifique et morale que nous avions les a convaincus. Si nous on leur disait qu'il fallait les décorer, ils les ont décorés. Ils nous ont cru sur parole parce qu'on était reconnus dans notre expertise. Et pour vous dire, la blague à tel point qu'ils ne les connaissaient pas, j'ai écrit la biographie, parce qu'il faut une biographie pour qu'elle soit distinguée pour cette raison-là, et qu'après même dans les discours,
on connaît sa vie. J'ai écrit la biographie de Noura, je l'intitule La Reine Noura, parce qu'à l'époque, c'était la reine de la chanson algérienne, et elle portait beaucoup des diadèmes. Et donc, je l'appelais comme ça la Reine Noura. Et nous n'avait tellement pas connaissance de cette artiste, qui pourtant était disque d'or en France, etc., que son diplôme, parce que vous recevez un diplôme quand vous êtes décoré, et son nom était écrit La Reine Noura. Donc j'en ai ri. C'est son époux Kamel Hamadi, qui est un grand auteur-compositeur, qui me l'a raconté. Je lui dis, bien écoute, sans le faire exprès, j'ai décoré, et j'ai donné son titre de reine, de Queen of the Algerian Music, à Noura. Et là, je me suis dit, c'est énorme. Et je me suis dit, mais le degré de méconnaissance, y compris quand malheureusement en 2014 elle nous a quittés, on était, allez, plus de 400 personnes à l'hôpital Lariboisière pour la levée du corps. C'est énorme. Il y avait des grands auteurs-compositeurs, il y avait, dans mon souvenir, il y avait Idir, il y avait Safi Boutella, il y avait énormément d'artistes de la diaspora algérienne qui sont des artistes connus dans le monde entier. On était tous là pour la levée du corps de la chanteuse Noura. Lariboisière, c'est quasiment en face de l'appartement où elle a vécu pendant 60 ans, à Barbès. Et il y a eu pas une ligne dans la presse française. Pour la presse française, elle n'existe pas. C'est pas un événement, on ne sait pas qui c'est. Alors moi, ça m'a vraiment fendu le cœur, et donc j'ai écrit une tribune dans Télérama sur ça, sur cette non prise en compte. Elle était comme chevalier des arts des lettres, elle était plusieurs fois disque d'or, elle a fait l'Olympia, elle a fait toutes les grandes salles parisiennes, elle a vendu énormément de musique, elle était connue dans tout le monde arabe. Il n'y a pas eu une ligne dans la presse en France pour un artiste qui a vécu en France 60 ans. Là, je me suis dit, il y a un problème. On est où? On est invisible. Ils peuvent être spécialistes d'un obscur compositeur de musique indienne au fin fond de je sais pas quel bled en Inde, mais une chanteuse qui a Barbès depuis 60 ans, qui fait des disques d'or, des grandes scènes parisiennes, qui est une idole pour la diaspora algérienne, pas une ligne. Parce que c'est trop proche. C'est pas assez ethnographique. On peut pas dire que nous, en France, on n'est pas ouvert, on connaît pas des choses extraordinaires. Je dis, quand même, elle est à 2 pas, elle est morte, elle a la validation de sa communauté, vous ne la considérez pas. Ça veut dire que les chaînes d'information et de considération sont inexistantes. Et là, pour moi, c'est une révélation. Je me dis, on a beau les faire décorer, écrire, faire des expositions. Moi, j'avais fait une exposition au musée de l'immigration en 2009, déjà sur ce sujet. On ne peut pas dire on n'est pas au courant, j'avais fait venir 2 ministres. On a fait la pédagogie. Et il se passe ça. Ça veut dire que, culturellement, on n'est pas pris en compte. On n'a pas voix au chapitre, on n'est pas considéré. On n'est pas invité à la table. Et ça veut dire que le travail est encore long pour mettre en récit et surtout que les gens s'approprient ce récit. Pour que ça devienne... ça change, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès. Il se passe des trucs de plus en plus, on commence à s'intéresser, etc. Mais il y a tellement de travail. Tant qu'on méprisera ces cultures-là, ces patrimoines-là, ces gens-là, on méprisera les citoyens, comme moi, qui font partie de cette histoire-là, qui sont héritiers directs de cette histoire-là. Et on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire France ensemble, si on nous demande de poser à la porte de la citoyenneté tout ce qui n'est pas dans le récit officiel. Ça ne marche pas comme ça. Donc comme on n'a pas le choix, et comme je disais, j'ai pas de pays de rechange, je suis heureuse et fière d'être française, comme je suis heureuse et fière d'origine algérienne, mais je suis seulement d'origine algérienne, parce que je n'ai pas vécu en Algérie. Un pied noir est plus algérien que moi, parce qu'il a connu l'odeur du jasmin, des oranges, le soleil algérien, la terre algérienne. Il a plus de souvenirs que moi en Algérie. Le pied noir est plus algérien que moi. Au sens géographique du terme, je ne suis pas algérienne. Je suis ch'ti. Je suis algérienne seulement de culture, d'héritage familial. Et si ça, je ne le célèbre pas, je vous dis, je suis hémiplégique. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de monde en France. Je peux parler de plusieurs millions de personnes qui sont dans ma situation. Et si on rajoute toutes les diasporas, j'en parle pas. On a au moins un quart de la population en France qui est dans la même situation que moi, mais qui est portugaise, espagnole, belge, néerlandaise, peu importe. Et donc, si on ne fait pas ce travail de narration et de partage, qu'est-ce qui nous reste? Moi, j'aimerais que ce doute... Quand on parle des Maghrébins, on parle d'une diaspora qui est là depuis le 19e siècle. Et on parle de nous aujourd'hui comme de grands remplaçants.
Mais attendez, on marche sur la tête, là. C'est quoi ce discours? Si c'est pas racialiste comme discours, qu'est-ce que c'est? La différence, je suis plus proche, moi, d'un ch'ti qui n'est pas d'origine maghrébine que d'un maghrébin qui est à Marseille. Je suis même tellement française que je suis régionaliste presque. Tellement je suis traversée par mon identité française. Elle n'est même pas que française, elle est ancrée dans un terroir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est peut-être là-dessus que je termine. Il n'y a pas d'antagonisme. Il y a une rencontre féconde. Il n'y a pas d'antagonisme. Et pour le faire, il faut qu'on décore des artistes. Il faut qu'on les voit au chapitre, qu'on rende visible ce qui est invisible, qu'on rende audible ce qui est inaudible. Et surtout, autant que les autres, nous entrions au panthéon des Français. Et ce panthéon, ça peut être... bon, il n'y a pas Guy Lux, il est mort depuis longtemps, mais ça peut être Michel Drucker est toujours parmi nous, aller sur le canapé de Michel Drucker, être chevalier des arts et des lettres, avoir sa tête sur un timbre. Il y a plein de façons d'être reconnu. Mais si on ne fait pas ce travail de pédagogie et ensuite de chemin vers la reconnaissance, on n'en sortira pas de ces discours racialisants. Parce que, à part mes origines ethniques, qu'est-ce qui n'est pas français chez moi dans votre imaginaire? Parce que c'est votre imaginaire qui dit que mes origines ethniques ne sont pas françaises. Mais ça vous regarde. Moi, je vous dis, je suis française. C'est un fait, et je compose avec ça parce qu'il y a un hiatus entre comment vous me voyez et ce que je suis. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis française à plusieurs niveaux. Et donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va arrêter de me regarder comme une arabe quand je m'exprime? Quand on s'adresse à moi? Quand on me pose des questions? Quand on considère mes propositions? Quand on m'écoute? Ou est-ce qu'on voit une historienne, une chercheuse, une auteure de spectacle? Ou est-ce qu'on voit une arabe? Quel que soit, parce que je dis arabe, il y a plein de berbères qu'on appelle arabes, mais au sens sociologique du terme. Et donc, je dirais que mon mantra, c'est Sayad qui disait « Immigrer, c'est immigrer avec sa culture ». Eh ben moi, c'est ça que je veux expliquer. C'est que mes parents, c'est pas des machines-outils, c'est pas des marteaux-piqueurs, c'est pas des ouvriers en bleu de travail, c'est des êtres humains de chair et de sang, des émotions, une langue, des cultures, plein de choses. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont leur place ici. Parce que si ce n'était que des machines-outils, on vous dit « il n'y a plus de travail, rentrez chez vous ». Mais on est des êtres humains, en fait. On ne peut pas trimballer les gens comme des machines-outils. Et mes parents ne se définissent pas que par le travail, ils se définissent aussi par leurs émotions, leurs imaginaires, leur culture, leur langue. Et ils me l'ont transmis, et ça me compose autant que les beaux vers de Victor Hugo. Voilà. Moi, je voulais poser une question, c'est qu'au moment où vous écrivez l'article pour Télérama sur Noura, après avoir fait tout ce qu'il a fallu faire en expo, en distinction, au moment où vous arrivez à la levée de corps, qu'il n'y a pas une ligne dans quelle que soit la presse française, vous vous dites pas à quoi bon? Alors si je me fais de l'aquabonisme, c'est foutu. Non, pas à quoi bon, parce que oui, c'est douloureux, oui, il y a du découragement, oui, on se dit, mais à quoi bon? Parfois, on se le dit, je vais pas vous mentir. Peut-être qu'avant-hier, je me suis dit à quoi bon? Mais en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai pas le choix, et puis la deuxième chose, c'est que je ne peux pas me voiler la face, ça avance. Il se passe quelque chose, et notamment chez les plus jeunes. Vous disiez avec Malice tout à l'heure que je me transformais en maîtresse de cérémonie, en plein de choses, en artiste, en stand-upeuse, vous disiez. J'ai affaire à une nouvelle génération aujourd'hui qui est née avec un téléphone dans la main. Pire que ça, ça existait déjà une génération qui était née avec un téléphone dans la main, c'est pas mon cas. Mais on va dire que les trentenaires ont grandi avec un téléphone dans la main. Maintenant, les plus jeunes, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas grandi avec un téléphone dans la main, ils ont grandi avec un téléphone muni de réseaux sociaux dans la main. Et donc l'accès à la narration, à la mise en récit, à l'information, elle est vitesse grand V, elle est décoiffante. Et des fois, quand je me dis à quoi bon, et que je vois des jeunes de 20-25 ans venir me voir pour parler de l'histoire du mouvement des travailleurs arabes un dimanche après-midi à Beaubourg par centaines,
mais d'où sortent-ils? Là où j'aurais eu 4 Pékins au fin fond d'une banlieue il y a 10 ans. Quand je vois des jeunes venir me voir les yeux humides en me disant mais vous m'avez, parce qu'on a fait un karaoké franco-arabe, me dire je suis en fusion depuis tout à l'heure, vous m'avez bouleversé, vous m'avez réconcilié, vous m'avez ému, mais ce n'est qu'un karaoké. Et pourtant, comme c'est un karaoké franco-algérien, où on peut chanter en kabyle, en arabe et en français, et que je raconte l'histoire de ces chansons, de ces artistes, ils sont heureux, et ce qui leur faisait mal leur fait du bien. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leurs copains qui ne sont pas du tout d'origine maghrébine, ils vont être fiers. Je pense que c'est une histoire de fierté, en fait. Je vous parlais de chemin de la reconnaissance. Quand on a 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que le beurre, c'est son père et sa mère. Ou sa mère, si c'est un couple mixte. C'est pas leur histoire. Ils n'ont pas mon âge. Moi, j'ai une bonne quarantaine. Ils ont 20 ans. J'étais à l'université quand ils sont nés. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec ce que je vous raconte. Eux, ils sont nés dans une autre France. Et pourtant, ils trimballent encore ce problème identitaire. Mais je me dis, oh, on a combien de générations, là? Si même eux, ils sont encore... on demande, c'est qu'on n'a rien résolu. Mais s'ils s'y intéressent, et de manière réjouissante, et qu'ils se sentent apaisés parce que je peux produire, je me dis, je fais pas ça pour rien. Même si j'aurais aimé que... Mais ça bouge, parce que ces jeunes-là qui ont 20-25 ans, ils font quoi? Ils deviennent journalistes, à Télérama, je sais pas quoi, à Libé, ils deviennent réalisateurs, ils sont romanciers. C'est marrant parce que j'avais cet échange avec mon amie l'écrivaine Faiza Hagen, qui a fait un bel ouvrage qui s'appelle La discrétion, et qui, quand elle parlait de son ouvrage, j'ai l'impression de m'entendre parler. Je dis, pourtant, on fait pas la même chose, c'est une écrivaine de talent, je suis fan depuis le premier ouvrage, et c'est vrai que je me dis, mais... Bon, elle a le mérite, mais je lui pardonne d'être plus jeune que moi, bien plus jeune que moi, mais je retrouve en elle une sœur de génération. Je me dis, mais... Aussi, je pourrais vous dire la même chose pour Moussa Hakim de Zebda, je pourrais vous dire la même... Pourtant, c'est des chanteurs. Rachid Jaïdani dans ses livres, dans ses films. Je me dis, mais on se connaissait pas. On a à peu près... Et encore, je dis Moussa Hakim, eux, ils sont plus vieux que moi. Hein, chacun sa génération. Et pourtant, on a tous la même énergie, c'est-à-dire... La discrétion de Faiza Hagen, c'est un travail d'histoire, de mémoire, de transmission. Le travail sur la chanson de l'exil qu'a fait Moussa Hakim, c'est la même chose. Et à chaque fois, je me dis, mais on est le produit de notre génération, on est le produit d'une demande de narration et d'une demande de reconnaissance. Et elle le fait en tant qu'écrivain. Moi, je vais le faire en tant que chercheuse touche à tout. Eux, ils vont le faire en tant que chanteur. Et on est inscrit dans la même démarche citoyenne de réparation et d'exigence, pas de demande, d'exigence de reconnaissance. Et c'est ça qui me dit que, quand on me dit à quoi bon, je trouve de la fraternité, de la sororité, qu'on se connaisse ou pas, la liste elle est longue, des gens qui font des choses dans ce champ-là, et je vois arriver la génération d'après, et je suis plutôt optimiste. Voilà... Même quand j'ai un petit coup de mou et que je me dis à quoi bon, je me dis, on a semé des graines et ça va donner des très 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 belles fleurs, peut-être des fleurs de béton, mais ça va donner des très très belles fleurs. Et moi-même déjà, j'inscrivais mes pas dans ceux de mes aînés. Je vous parlais tard de Mehdi Charef, Rachid Bouchareb, dans la recherche Hassan Zeraoui, le sociologue, Abdelmalek Sayad, le sociologue. Il y a beaucoup de monde qui m'ont précédé. Donc je suis une enfant, si j'ose dire, Benjamin Stora, qui a fait l'histoire de l'immigration algérienne. Je me dis que si moi je peux me situer dans cette lignée et transmettre et y parvenir, ben le aquabonisme, j'arrive à le tenir en laisse et lui dire on va continuer. On va continuer parce que, en vrai, j'ai pas le choix. Quand je plaisantais, je parlais de Jeanne d'Arc, mais c'est vraiment ça. J'ai une espèce de... J'ai l'impression que c'est une mission à remplir. Et que vraiment, je peux pas me dérober à cette mission. C'est comme ça. Voilà. Et j'espère qu'on sera nombreux à se sentir investis de cette mission. Parce que je sens que... Alors peut-être pas suffisamment, mais je sens que je fais du bien à des gens qui ne sont pas issus de cette histoire, à des gens qui sont issus de cette histoire, et j'arrive à mon petit niveau à lutter contre ces esprits chagrins qui voudraient nous diviser.
Alors moi, je voudrais juste qu'on termine sur quelque chose. C'est sur le côté associatif. Et si on pouvait parler vite fait, que ce soit de l'association générique et de Remember. Alors, quand je quitte le milieu bancaire, je rencontre pendant mes recherches l'équipe historique de l'association générique, qui est ceux et celles qui portaient le mouvement des travailleurs arabes dans les années 70, plus tard l'hebdomadaire Sans Frontières, Baraka, et qui va être à l'origine de la première grande exposition sur l'histoire de l'immigration dans le cadre du bicentenaire de la Révolution en 89. Et c'était au CNIT de la Défense, et c'est grâce à eux qu'on n'a pas oublié de parler des étrangers pendant ce bicentenaire. Et moi, j'y vais sur les conseils de Benjamin Stora, qui a cheminé politiquement avec eux pour travailler sur ma thèse. Et fortuitement, ils avaient besoin d'une historienne qui sache faire des tableaux Excel pour gérer des budgets. Et donc, ils m'embauchent très vite pour porter un grand programme européen dont ils étaient titulaires, qui avait des exigences de gestion parce que c'est un programme européen, et aussi d'épistémologie, puisqu'il s'agissait de former des médiateurs de la mémoire, puisqu'on était dans la grande séquence Histoire et mémoire, ça date du début des années 2000. C'est comme ça que je chemine quelques années avec eux et qui me confient, avec d'autres, de porter une grande exposition sur les Maghrébins en France, ce que je vais faire aux côtés d'un militant important qui s'appelle Driss El Yazami, pour une exposition qui s'est appelée Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. Pour situer Driss El Yazami, c'est lui qui est à l'origine du musée de l'immigration, avec l'ensemble des grandes figures militantes qui sont Saïd Bouziri, Farouk Belkedar et d'autres qui ont été des compagnons de lutte toutes ces années-là. Et ce rapport qu'il a remis à Chirac en 2001 va se voir concrétisé sous le mandat de Jacques Toubon au début des années 2000. Et moi, je vais signer une des toutes premières expositions en 2009. Le musée ouvre en 2007. Il y a eu une ou deux expositions juste avant. Et donc, avec un grand engouement populaire quand on a ouvert cette exposition sur un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France. C'est mon plus gros fait d'armes chez eux. Je suis restée 6 ans. J'y ai tout appris. Le travail sur les archives de l'immigration, les enjeux politiques d'un tel travail de mise en récit, les enjeux de la muséographie de l'histoire de l'immigration. J'y ai contribué à mon niveau. J'ai vraiment essuyé les plâtres. Comment on met en espace une histoire de l'immigration sans collection ? C'est pas un musée comme un autre. Ellis Island, physiquement, c'est un lieu où on accueillait des migrants, avec des vestiges. Nous, on n'avait pas ça. On avait un palais colonial de 31 pour faire des expositions. Donc, vous voyez, c'est tous les imbroglios mentaux qu'il pouvait y avoir. Et donc, moi, j'ai été formée par ces années-là. Politiquement, scientifiquement, ça m'a vraiment appris beaucoup sur cette mission qui a fait que j'ai quitté une carrière lucrative et toute tracée dans la banque pour aller vers la recherche et l'action militante, parce que j'estime que je suis aussi militante dans ce que je vous ai dit, je pense que ça ne vous a pas échappé. Avant Remember, en fait, j'ai fondé une association qui s'appelle Pangé, que je dirige toujours aujourd'hui, pendant une dizaine d'années. Pangé Network. Pangé Network, que je fonde et que j'anime pendant une grosse dizaine d'années sur la promotion du dialogue interculturel. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, mon travail se situe à l'intersection. Et bien avant que Crenshaw ne soit lu et qu'on parle d'intersectionnalité, moi, j'étais vraiment sur la tension de l'hybride, certains diront la créolité. Moi, je parlais de l'interculturel, qui est peut-être une terminologie plus consensuelle en France, mais qui parle de la même chose, c'est-à-dire se situer à l'entre-deux, comme moi je l'étais personnellement, et de comprendre qu'est-ce qui se jouait dans les supports culturels, artistiques et culturels. Pendant des années, je travaillais là-dessus. Donc ça ne m'a pas empêché de produire un certain nombre de... Voilà, j'ai co-dirigé des ouvrages, j'ai écrit des films, des spectacles comme Barbès Café dont on parlait tout à l'heure. Je fais ça pendant une dizaine d'années. Ensuite, je passe par la direction d'une association fondée par mon ami Ali Guessoum qui vise à lutter contre les discriminations, qu'il a fondée quelques années auparavant et que je vais diriger pendant 2 ans avec un travail sur la question des représentations et du discours sur les minorités. Donc là, ça va être un travail que je vais porter à ses côtés pendant 2 ans avant de prendre ces dernières années la direction adjointe d'un festival et d'une association qui s'appelle Ville des musiques du monde, où j'ai posé les fonds baptismaux d'un observatoire des musiques et danses d'ici. Donc les musiques et danses d'ici, c'est des musiques diasporiques issues de l'immigration,
pour pas parler de musique et danse du monde, qui renvoie vers Tombouctou, je ne sais quoi. Là, on doit dire, c'est des musiques que vous appelez musique du monde, mais elles se jouent ici. Elles sont inscrites dans nos géographies sonores, dans notre proximité. Les chanteurs de rail à Marseille, la cumbia à Aubervilliers, la rumba catalane à Perpignan, ce sont des patrimoines diasporiques, mais qui sont en France depuis très longtemps, et qui s'hybrident, se transforment, se réinterprètent, se renouvellent, et parfois rayonnent depuis la France vers l'étranger. Et moi, c'était ça le travail que j'ai porté ces 2 dernières années, avant de reprendre mon indépendance il y a peu, pour perpétuer d'autres projets de spectacles, je vous en dirai plus une prochaine fois, d'expositions et de publications. Voilà. Et vous avez le temps de faire tout ça et d'avoir une vie de famille, et de rigoler. Ah, moi j'ai le temps de chanter faux, de danser faux, de partager. En fait, si vous voulez, c'est tellement anxiogène ces sujets-là qu'il faut créer des espaces j'appelle ça de droit à la fête. On a le droit de parler de tout ça et de faire la fête. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma carrière sur les planches prend une autre forme. Je dois être l'historienne la plus... qui a le moins peur du ridicule en France, mais j'assume, parce que je pense qu'il faut sortir de nos bureaux, il faut aller à la rencontre du public et il faut lui faire vivre ce dont on parle. Il faut l'éprouver pour le partager, pour y croire. Si je vais voir quelqu'un qui a peur de l'autre, qui croit au discours de haine qu'on lui sert sur un plateau, qui ont l'air logiques et qui se cloître derrière sa fenêtre, si je ne lui fais pas vivre dans sa chair cette réjouissance de la rencontre et du mélange, je peux toujours faire des grands discours sur la diversité, je serai inaudible. Et donc c'est pour ça que la chaîne, pour moi, de récit, elle se joue aussi en face à face, dans des espaces de partage. Et j'ai des souvenirs quand même réjouissants de gens que je vois basculer du côté obscur vers la lumière, qui se disent, mais en fait, cette voisine voilée, là, elle chante du Dalida comme moi, on a grandi dans le même quartier, on a les mêmes problèmes, on ne paye pas nos factures à la fin du mois, tout pareil, et on s'amuse bien ensemble, et peut-être que j'ai envie de faire sa connaissance. Moi, j'ai vu ça dans des quartiers. Parce que ça, je le fais en bas des tours dans le quartier, dans des centres sociaux, dans des festivals, au Mucem. Je fais des choses dans des institutions prestigieuses, et puis dans la salle communale, dans l'association des mamans, je vais là où on m'appelle. Parce que mon devoir, c'est de parler au président de la République et de parler à ma voisine. Je peux pas... Il n'y a pas d'espace d'illégitime pour ces discours, pour ce travail-là. Donc j'espère que l'aquabon va prendre de la distance et que je vais persévérer, quels que soient les obstacles et parfois les discours décourageants qu'on nous sert. J'y crois vraiment dur comme fer et je suis sûre qu'on peut trouver ces espaces de partage, de découverte et de réappropriation réjouissante. Parce qu'il ne s'agit pas juste de glorifier le passé, il s'agit de les digérer et d'en faire quelque chose, d'avancer, et surtout de ne pas négliger les plus jeunes. Parce qu'on leur doit ça, on leur doit leur histoire et leur mémoire. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci beaucoup. Merci. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di sa. Geçseldadım Kera. Keira'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci rajo Keira. Radio Keira da Kaseybuke. Opowiedz to w Radio Keira.